Après l'apparition du monarque de la glace dans son bureau, Go Gun-hee se demande s'il pourrait avoir une véritable conversation avec lui et reconnaît qu'il n'a même pas senti son arrivée, ce qui signifie qu'il ne peut pas l'affronter seul. Le monarque lui dit que cet endroit est déjà isolé du monde extérieur. Go Gun-hee se demande s'il est en train de rêver. Cependant, lorsqu'il est soudainement touché à l'épaule par une attaque, il voit la glace se propager. Le monarque lui fait remarquer que si c'était un rêve, il ne ressentirait pas la glace, ce qui pousse Go à conclure que ce n'est pas un rêve. Redemandant qui il est, le monarque répond qu'il espérait être reconnu sans avoir à se présenter, mais qu'après tout, Gun-hee n'est qu'un simple humain. Le président s'interroge tandis que le monarque du givre ajoute qu'il n'a aucun intérêt à jouer avec des faibles et exige que le fragment de lumière se manifeste. « Tu as peut-être peur que ton vaisseau se brise si tu le fais ?» demande-t-il. Le monarque dit qu'il est voué à se briser tôt ou tard, quoi qu'il fasse. Chargeant une attaque, il ajoute que si c'est une de ses préoccupations, alors discuter est inutile. Il tire son attaque, obligeant Gun-hee à se protéger, alors que l'impact crée une explosion glacée. « On se rencontre enfin », dit le monarque du givre, tandis que des yeux percent à travers la fumée. Il lance une nouvelle attaque qui fonce vers le mur de fumée, mais alors qu'elle approche, Gun-hee la repousse d'un revers de main, la déviant sans effort et brisant une fenêtre. Le fragment de lumière le plus brillant applaudit le monarque pour avoir isolé son bureau dans une faille dimensionnelle. Le monarque révèle qu'il le cherchait depuis longtemps, moi qui pensais que tu luttais pour utiliser ton vrai pouvoir alors que tu étais en réalité piégé dans un vaisseau cassé. Il ajoute qu'ils ont déjà trouvé l'emplacement des 7 fragments et en ont détruit 2. Le monarque précise qu'il voulait voir l'embarras sur son visage orgueilleux avant de le tuer, et maintenant qu'il l'a vu, il peut le détruire sans regret. La lumière lui crie d'essayer s'il en est capable, mais le monarque trouve ridicule qu'il tente de se battre alors qu'il ne fait qu'emprunter le corps d'un humain, tandis que lui l'a complètement conquis. Les deux adversaires se jaugent, et le monarque croise les bras avant de projeter de la glace vers la lumière. Cependant, cette dernière recule la tête et la fracasse contre la glace avant de foncer sur le monarque, le poing en avant. Le monarque esquive et projette une attaque glaciale depuis sa poitrine, mais la lumière, impassible, l'évite et riposte d'un crochet gauche. Toutefois, le grand-père bleu lève la main et gèle son bras. Canalisant son énergie, la lumière brise la glace et agrippe le monarque, les deux se battant à une vitesse fulgurante à travers la pièce. Sachant qu'il doit en finir tant qu'il peut encore bouger, la lumière prépare un coup dévastateur. Le monarque crée un bouclier de glace et la lumière le frappe de plein fouet, projetant violemment le monarque à travers la pièce. Mais le combat lui coûte cher. Tombant à un genou, la lumière se demande s'il a atteint sa limite. Et le combat continue. En voyant qu'il a atteint la limite de son vaisseau, le monarque du givre le traite de pathétique avant de disparaître. Apparaissant devant le fragment de lumière, il transperce la poitrine de Go avec de la glace, se demandant combien de temps il lui faudra pour en trouver un nouveau vaisseau. 1 an, 2 ans, le monarque déclare que leurs forces sont déjà rassemblées et que ce monde sera détruit avant son retour. Il affirme que sa plus grande erreur a été de vouloir protéger ce monde et demande au fragment de lumière s'il pensait vraiment pouvoir gagner sans ses gardes. Serrant le bras du monarque avec un sourire en coin, le fragment de lumière lui demande s'il croyait vraiment qu'il s'était battu contre lui sans raison. Tout comme il n'avait pas prévu qu'il suivrait les traces du fragment, il y a quelque chose d'important qu'ils ont aussi raté. Alors que le monarque s'interroge, la lumière charge son énergie et lance une attaque que le monarque évite de justesse, celle-ci s'écrasant violemment contre le mur. Tandis que Monarque du Givre transpire face à cet assaut, la lumière s'affaiblit. Reconnaissant qu'il a eu chaud, le Monarque du Givre espère que ce n'était quand même pas ce que le fragment jugeait important. Ce dernier confirme alors que la barrière commence à se fissurer avant d'éclater en morceaux. Doutant que cela change quoi que ce soit, le fragment de lumière prononce « maintenant » et une fourmi d'ombre fonce vers la barrière. S'échappant du bureau, le monarque se demande ce qu'un simple soldat du chaos pourrait bien accomplir. Cependant, en voyant une image rémanente, il réalise ce qui se passe et se précipite vers la sortie. S'envolant par la fenêtre, le monarque du givre prépare sa lame pour trancher la fourmi, mais alors qu'il s'apprête à frapper, une onde de choc déchire l'air et il est soudainement arrêté en plein mouvement. Jinwoo stoppe la lame avec sa main. Saisissant le monarque, « Qui es-tu » ? « Un elfe de glace » demande-t-il, marquant ainsi le début de l'arc de la guerre des monarques. Le monarque du givre reconnaît le nombre impressionnant de soldats sous le commandement de Jinwoo et se demande pourquoi le monarque des ombres n'a pas pris contact avec eux, même après avoir amassé une force aussi considérable. Se remémorant de l'elfe de glace qu'il n'avait pas pu extraire, Jin réalise qu'il l'avait oublié. Le monarque confirme alors que Jin était l'élément qui lui manquait, ce dont parlait le fragment de lumière.
Chargeant son souffle, la glace entoure le bras de Jinwoo, tandis que le monarque du givre envoie une attaque glaciale, projetant Jin dans les airs. Se demandant s'il s'agit d'un utilisateur de magie, Jin invoque une dague et brise la glace, suggérant d'arrêter le combat, car ce n'est pas le moment de se battre avec leur vie en jeu. Le monarque du givre lui demande s'il n'était pas venu sauver un humain en particulier, et à cet instant, Jin réalise que cette fourmi est celle qu'il avait placée sur le président. En levant les yeux, il aperçoit un Gun-Hi affaibli s'approchant de la fenêtre brisée. Le monarque du givre pointe alors une lame de glace sur lui et force Jin à choisir l'affronter ou sauver le président. Le monarque lance sa lance de glace vers Go-Gun-Hi. Jin tente d'utiliser l'autorité du souverain, mais la résistance magique du monarque du givre annule son effet. Réalisant cela, Jin bondit en avant et jette sa dague, mais la lance de glace esquive en plein vol. Alors qu'elle se rapproche dangereusement du président, Jinwoo se précipite et la dévie avec sa dague, l'envoyant s'écraser contre un bâtiment voisin. En se retournant, il voit le monarque tenter de fuir. Il invoque alors ses dagues et utilise ruée de dagues, transperçant l'épaule de son adversaire. Furieux qu'un simple vaisseau ait osé l'égratigner, le monarque du givre annonce qu'il va se retirer et attendra la réouverture des ombres de Jin. Il ajoute qu'il considère cet humain à l'agonie comme un cadeau pour son armée d'ombres. C'est alors que Jin devine que s'il n'a rien ressenti, c'était sûrement à cause de la barrière. Jin serre les dents de rage. Se tenant près du président, il comprend qu'une potion de soin ne suffira pas à le guérir. Il appelle alors Beru. Se précipitant sur les lieux, Beru tente de soigner Gun-Hi, mais échoue. N'ayant plus d'autre option, Jin envisage d'utiliser l'eau sainte de la vie, mais le président lui saisit la main, le suppliant de ne pas le faire. Le remerciant d'être venu, il dit qu'il va l'envoyer à l'hôpital, mais le président répond que c'est inutile après avoir subi de telles blessures. Il explique qu'il est entré en contact avec un être suprême et qu'il connaît désormais leur plan, le combat à venir et ce qu'ils doivent accomplir. Il est soulagé que Jin soit là. Le remerciant à nouveau d'avoir un tel pouvoir, il révèle que les portails et les donjons n'étaient pas destinés aux humains, mais qu'ils étaient simplement un moyen utilisé par les dirigeants pour les protéger. Il demande à Jinwoo de toujours rester du côté des humains, lui avouant qu'il avait toujours voulu combattre aux côtés de jeunes chasseurs comme lui. Cependant, son corps affaibli l'en avait empêché. Malgré tout, il n'a aucun regret, car il peut désormais lui confier l'avenir de la jeune génération. Perdant connaissance, il laisse couler une larme tandis que sa main se relâche et tombe. La glace environnante se brise, la barrière fissurée éclate alors que Jin s'assoit auprès du corps de Go-Gun-Hi. Pendant que le vent froid et les pluies d'automne continuaient, de nombreux flashs d'informations ont envahi les gros titres. Le grand chasseur brésilien, Jonas, a été retrouvé mort dans une rivière voisine. Le président de l'association des chasseurs de Corée a été brutalement assassiné en étant poignardé au cœur et Jinwoo est de retour en Corée. Christopher Reid, Jonas et Go-Gun-Hi, 3 des meilleurs chasseurs du monde, ont été éliminés en peu de temps, plongeant le monde dans un état de panique. Les médias du monde entier se sont concentrés sur ces morts et même l'Association des chasseurs des États-Unis a publié une déclaration commune sur l'événement. Les humains sont protégés par les chasseurs. Mais qui protège les chasseurs? La mort des chasseurs de rang nation à travers le monde, cette menace était d'un tout autre niveau. Lors de l'enterrement, Jin demande à Jin-Chul s'il va bien. Ce dernier s'excuse, avouant qu'il n'est plus lui-même ces derniers temps. Il demande si le monstre qui a tué le président Go était vraiment impossible à vaincre, même avec la puissance de Jin, avouant que tout cela semble irréel. Il y a à peine un jour, le président lui disait encore qu'il voulait entendre parler de son séjour aux États-Unis. Il remercie Jin d'avoir essayé de protéger Go-Gun-Hi dans ces derniers instants. Mais Jin répond que ce n'est pas suffisant. Il jure sur sa vie qu'il tuera le monstre responsable de ce massacre. Il demande ensuite à Jin-Chul d'appeler les journalistes. Après la mort de Go-Gun-Hi, malgré l'espace restreint de la salle de conférence, les journalistes affluent comme des papillons de nuit attirés par la lumière. Jinwoo annonce que une colonie de monstres dotés d'une intelligence très élevée cible les chasseurs de classe mondiale. Il explique que ces créatures sont bien plus puissantes que la majorité des chasseurs et qu'elles n'ont que faire des armes ou des méthodes d'assassinat classiques. Un journaliste l'interroge sur ce qu'il entend par colonie de monstres et demande si la créature qui a tué le président Go en faisait partie. Jin confirme et explique que ces monstres sont spécialisés dans le blocage de la magie spatiale, isolant ainsi leur proie. Il met en garde ceux qui se sentent menacés. Restez près de camarades capables de vous protéger. Se remémorant du monarque du givre, Jin pense également au monarque du commencement. Il réalise que ceux qui se proclament monarques sont tout simplement invincibles, même face aux chasseurs les plus puissants. Mais malgré cela, il ne recule pas.
Il termine en déclarant que ceux qui n'ont personne pour les protéger doivent immédiatement le contacter via l'association des chasseurs de Corée. La bataille des monarques a commencé. Dans Solo Leveling, assistant à une réunion des monarques dans une grotte, le monarque du givre annonce que le monarque des ombres est à la surface de la terre. Yogumunt rappelle qu'il avait dit qu'aucun réceptacle ne pouvait contenir toute sa puissance. Yogumunt se demande si c'est la raison pour laquelle le roi dragon ne peut pas rester à la surface. Cependant, le monarque du givre affirme l'avoir vu de ses propres yeux et que le monarque des ombres est une menace plus grande que les fragments de lumière brillante. Il déclare qu'il s'en occupera et demande au groupe s'ils sont prêts à l'aider. Mais un autre monarque l'avertit, affronter le monarque des ombres est un suicide, car il est l'un des monarques les plus puissants et qu'il devrait attendre le retour du monarque de la destruction, l'empereur dragon. Le monarque de la glace dit que, malgré leur fuite, ils restent des monarques. Et pourtant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre l'empereur dragon, expliquant que c'est leur seule chance de vaincre le monarque des ombres tant qu'il est encore sous sa forme humaine. Il demande leur aide et ajoute qu'il prendra la responsabilité de le réduire à néant. Cependant, deux monarques refusent. Yogumunt dit qu'il ne veut pas finir comme le monarque des flammes blanches. Le monarque bestial les traite de lâches, mais le monarque blond lui répond qu'il devrait regarder ce qui est arrivé au monarque des flammes blanches, affirmant qu'il ne veut pas être pris au piège de l'autorité du monarque des ombres et souffrir d'un sommeil éternel. Le monarque bestial affirme que le monarque des ombres ne peut pas les transformer en serviteurs puisqu'ils sont sous leur forme originale. Mais le monarque blond réplique que le monarque des ombres semble collaborer avec le système et qu'il peut créer une réplique d'eux, ajoutant qu'il ne veut pas devenir un simple outil dans son monde. Yogumunt et le monarque blond retournent à leur portail. Le monarque bestial demande alors quelle preuve il a que le monarque des ombres est encore humain. En regardant une dague, il dit qu'il y a appliqué du poison, ce qu'Ashborn, le monarque des ombres, n'aurait jamais fait. Souriant, une femme dit que si le monarque des ombres contrôlait totalement son corps, il n'aurait pas recours à une telle ruse. Le monarque de la glace lui demande alors si elle compte se joindre à lui. Avec un sourire en coin, elle et le monarque bestial acceptent de participer au complot visant à tuer le monarque des ombres. Et l'arc continue. Wu Jinchul demande aux gens de réfléchir à qui sauvera leur vie lorsqu'une autre porte de rang S apparaîtra, car même s'ils perdent des centaines de milliers, ils ne pourraient jamais sauver leur propre vie dans de telles situations. Lorsque le chasseur Jin Woo combattait les fourmis sur l'île de Jeju, le président qui l'observait lui avait dit « Maintenant que son vœu avait été exaucé, il pouvait reposer en paix ». Mais il n'aurait jamais pensé qu'il mourrait de cette manière. Pendant ce temps, Jin Woo se tient au sommet d'un bâtiment, n'arrivant pas à sentir la présence du monarque du givre avec sa méthode, car elle lui permet pas de ressentir sa magie. Se remémorant son combat contre le monarque du givre, il réfléchit au fait qu'il n'avait pas d'ombre et à son affirmation selon laquelle il est sous sa forme originelle. Il se souvient également de ce que le monarque des géants lui a dit sur le fait qu'ils sont tous sous leur forme originelle et donc ne peuvent pas devenir des soldats de l'ombre. Il en conclut que cela n'a pas d'importance car en tant que chasseur, il ne manquera jamais sa proie. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, un homme annonce qu'une semaine s'est écoulée depuis que le poste du président a été laissé vacant et qu'il faut lui trouver un successeur. Il souligne ensuite que le président, en tant que chasseur de rang S de l'association des chasseurs, avait une grande signification symbolique. Maintenant que l'association, qui supervisait 5 grandes guildes, a perdu une telle figure, qui pourra contrôler les guildes désormais? Un homme à lunettes demande s'il suggère d'engager un autre chasseur de rang S. Bien que les chasseurs de haut rang soient très influents, il faut être extrêmement prudent avant d'engager des personnes extérieures. Ajoutant qu'après une longue et intense discussion, lui et les directeurs souhaitent nommer Wu Jinchul comme nouveau président de l'association. Surpris, Jinchul regarde l'administrateur et demande pourquoi lui. Ce dernier lui répond qu'ils estiment qu'il a été le plus proche assistant du président et a acquis le plus de compétences, tout en étant également très compétent en matière de leadership et de mobilisation des chasseurs. Il ajoute qu'aucune loi n'indique que seul un chasseur de rang S peut devenir président et que Jinchul est une figure qui inspire à la fois influence et crainte parmi les chasseurs, faisant de lui le candidat idéal. Cependant, Jinchul répond qu'il manque de nombreux autres aspects pour occuper une position aussi honorable et que d'autres chasseurs la méritent davantage car il est trop jeune et naïf. Il suggère qu'il existe aussi le poste de vice-président. Il fait remarquer qu'il y a beaucoup d'autres personnes compétentes et se demande pourquoi il devrait s'asseoir là où le président Go Gun-hee était. On lui répond que les exécutifs n'ont pas le pouvoir de mobiliser les plus grandes forces de Corée. Cependant, l'inspecteur en chef Wu Jinchul le peut,
car il a des connexions avec les grandes guildes et surtout avec Sung Jin-woo. Il acquiesce, mais dit qu'il ne sait pas si le chasseur Sung verra les choses de la même manière. En regardant son siège, on lui dit qu'ils ne peuvent pas lui imposer leur décision et lui demande s'il accepte de réfléchir à leur proposition. Ce à quoi il répond par l'affirmative. Au quartier général de la guilde des charognards, Thomas André remarque que cela fait longtemps qu'il n'était pas allé sous terre. Surprenant ses soldats, il leur demande pourquoi ils sont si troublés et leur dit de se rasseoir. En ouvrant la porte, son assistante lui demande s'il est sûr de vouloir offrir cela en cadeau. Thomas se demande si ce n'est pas un prix mérité pour la vie des membres de sa guilde et lui-même. Serrant le poing, Laura répond « Non, pas du tout ». Thomas lui demande si elle pense que Jin manque des compétences nécessaires pour utiliser cet objet, mais elle reste silencieuse. Lorsqu'ils atteignent la pièce, Thomas affirme que c'est toujours aussi impressionnant. Laura répond qu'il n'en existe que 2 dans le monde entier et que ce nombre restera constant. André acquiesce, et elle lui demande s'il compte quand même le donner malgré cela. Il lui répond que c'est justement pour cette raison qu'il veut le donner. « Tu ne penses pas que c'est du gâchis? Les meilleurs de toutes les armes soient juste en train de prendre la poussière ici ?» Gina regarde les infos sur le meurtre du président ainsi que le nouveau président, ajoutant que le pays et le reste du monde sont instables. Regardant sa mère, elle la serre dans ses bras et sa mère lui dit que si elle n'a rien de mieux à faire, elle pourrait sortir les poubelles, mais elle refuse, disant qu'elle est trop paresseuse. Devenant sérieuse, Gina suggère de partir, mais Park Kyung-hee répond qu'elle aime toujours cette maison. Gina demande ce qu'elle aime dans ce vieil appartement, mais sa mère se contente de répéter sa réponse avant de lui demander d'aller chercher le linge. Arrivant à la buanderie, Gina voit quelque chose qui la fait fuir en hurlant. Dans les rues, un homme demande si c'est vrai qu'il est dans le bureau de la guilde Ajin. Et un autre confirme, Thomas André est dans le bureau de la guilde Ajin en ce moment. Souriant nerveusement, Jin-ho pense à quel point c'est incroyable que Thomas André soit venu jusqu'en Corée et soit dans leur guilde. En plus de ça, Lennart Nierman, le chasseur le plus fort d'Allemagne, est aussi là. 2 heures se sont déjà écoulées, Jin-ho appelle désespérément Jin-woo. Lennart est surpris que Thomas le Goliath cherche Jin-woo et se demande s'il pourra le voir aujourd'hui. Laura, traduisant pour Thomas, demande si Jin est en plein raid et note qu'il ne semble pas venir souvent au bureau. À ce moment-là, Jin revient et ses membres de guilde explosent de joie. Voyant la foule de journalistes dehors, Jin comprend que Thomas est vraiment là, bien qu'il ait déjà ressenti son aura. Jin-ho lui demande pourquoi il ne répondait pas aux appels. Jin répond qu'il était occupé. Remarquant aussi ses vêtements en lambeaux, Jin explique qu'il y a eu beaucoup d'éruptions de donjons ces derniers temps et qu'il ne peut pas se permettre de paresser. En plus, Beru et Ygritte sont sur le point de monter en grade. Thomas salue Jin-woo, qui lui demande ce qui l'amène en Corée. André lui rappelle qu'il lui avait promis un repas une fois son bras guéri. De plus, il a apporté un cadeau exceptionnel. Intrigué, Jin demande quel est ce cadeau. Thomas, ravi de voir son intérêt, lui propose d'aller dans un endroit plus privé, car ce qu'il a à lui donner est trop dangereux pour être remis dans le bureau. Jin-ho est convaincu qu'il pourrait s'agir d'un piège tandis que Jin-woo demande qui est l'autre homme. Lennart Nierman se présente et Jin suppose qu'il est là pour demander une mission de protection. Thomas glisse devant lui et invite Jin à partir avec lui. Lennart s'indigne, se demandant pourquoi il devrait les laisser partir sans lui après avoir attendu plus de 2 heures. Mais Thomas répond « Non, ce dont nous allons parler est top secret. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle quelqu'un comme toi peut s'incruster. » Alors que les deux s'éloignent, Lennart se demande si c'est vraiment ainsi que les choses vont se passer, car il n'a jamais été traité de la sorte auparavant. Thomas claque des doigts, affirmant que Jin ne sait pas depuis combien de temps il attend ce moment. Posant l'étui sur la table, Jin ressent quelque chose. Thomas lui demande s'il peut ressentir la puissance de l'objet. C'est sa façon de montrer sa gratitude pour avoir épargné sa vie et celle des membres de sa guilde. Jin-woo est surpris de voir les lames de Kamish. Thomas est impressionné qu'il ait pu reconnaître le matériau d'un simple regard, mais Jin s'interroge sur le cadavre qui était conservé par le bureau des chasseurs. Thomas explique qu'ils l'ont remis aux autorités, estimant que leur coopération pourrait leur rapporter quelque chose de mieux que de l'argent. Cependant, la plus grande dent de Kamish avait été arrachée lorsqu'il l'a mordue, et Thomas a été autorisé à la garder comme souvenir. Il trouvait qu'elle était trop courte pour une épée longue, alors il a préféré en faire une dague. En la prenant en main, le système l'informe qu'il a obtenu la colère de Kamish qui lui offre plus 1500 à l'attaque. Jin est stupéfait par la puissance de la dague qui surpasse largement la dague du roi démon qui lui offre seulement plus 220 à l'attaque. En la balançant, il constate que c'est comme s'il maniait une épée dans chaque main. Cela surprend Thomas qui remarque que même s'il renforçait ses défenses avec des enchantements, ses armes pourraient facilement les transpercer. Il demande alors à Jin
s'il compte utiliser ses cadeaux pour le tuer. Jean sent que ses dagues sont différentes des autres et qu'elles réagissent fortement à son pouvoir magique. Les agents deviennent nerveux alors que Thomas demande à Laura si elle pense toujours que son choix était une erreur. Elle secoue la tête en guise de réponse. Puis, il demande à Jean ce qu'il pense du cadeau. Jean hésite et demande s'il peut vraiment les prendre gratuitement. Mais Thomas lui assure que cet échange est à son avantage, car ce qu'il donne en échange de sa vie et de celle de sa guilde ne vaut presque rien. Jin-Woo accepte alors et Thomas en est satisfait. À ce moment-là, une sensation étrange les submerge tous les deux. Ils se tournent vers la fenêtre en même temps que les citoyens qui regardent le ciel avec inquiétude. Jin se demande s'il s'agit de la véritable forme de l'énergie magique intense qui s'est rassemblée dans le ciel de Séoul. Thomas, abasourdi, dit qu'il n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il en voit un d'une telle taille, bien plus grand que celui dont Camiche était sorti. Peut-être que le monde essaie de nous dire qu'il a dépassé les limites du bon sens. Et l'arc se poursuit, abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, après l'apparition d'une immense porte dans le ciel de Séoul, des passants stupéfaits prennent des photos de la porte. Le docteur Belzer déclare qu'il avait averti de l'accumulation d'énergie magique dans le ciel et explique que cette gigantesque porte n'était que le début, car d'autres portes tout aussi terrifiantes risquent d'apparaître prochainement dans d'autres pays. Un homme lui demande s'il voulait dire que ces anomalies pourraient survenir ailleurs, ce à quoi il acquiesce. L'homme remarque que le docteur étudiait les portes et la malveillance depuis un moment déjà et lui demande s'il existait un plan de contingence. Belzer le conseille alors de prier et d'espérer que cet événement ne se termine pas en tragédie. Pendant ce temps, alors que Jin s'approche de la porte, il est arrêté à l'entrée. Trouvant cela étrange, il remarque qu'il ne peut pas passer et compare cela à un mur. Il pense qu'un mur ordinaire aurait cédé, mais un mur que même un éveillé ne peut franchir. Quel genre d'abomination pourrait bien résider à l'intérieur, demande-t-il. Mais quoi qu'il en soit, sa famille et ses amis sont sous le portail, il est donc hors de question de les laisser mourir. Soudain, son téléphone sonne et c'est Jin Chul. Il a du mal à l'entendre clairement et suggère de rappeler plus tard. Jin répond que ce n'est pas nécessaire, expliquant qu'il se trouve simplement en altitude. Il plaisante en disant qu'il devrait commencer à l'appeler président désormais. Jin Chul répond qu'il peut l'appeler comme il veut, mais qu'il se sent très mal à l'aise d'avoir reçu une position pour laquelle il n'est pas à la hauteur. Jin-Woo lui demande s'il a obtenu les informations qu'il lui avait demandées. Le président confirme, expliquant qu'il avait demandé à l'association des chasseurs de scanner la zone entière avec un satellite. Cependant, il n'y a aucune apparition de portail à signaler dans le monde. Jin demande si cela concerne uniquement les nouvelles portes, et Jin Chul confirme. 3 heures s'étaient écoulées depuis l'apparition de cette gigantesque porte et se demande quelles étaient les chances qu'aucun autre portail n'apparaisse. Il en conclut que ce n'était pas une coïncidence. Le président explique alors leur plan actuel est d'évacuer les civils proches de la porte et interroge Jin sur ses intentions. Jin répond qu'il ignore ce que l'avenir les réserve, mais qu'il fera tout son possible. Dans le gymnase de l'association des chasseurs, Jin esquive toutes les attaques de Beru, jouant au limbo avec ses griffes. Beru prépare une autre attaque, mais Jin attrape son bras et lui demande s'il utilise toute sa puissance. Se retirant, Beru s'incline et dit qu'il n'oserait pas. Mais Jin lui dit que ce n'est pas grave, car il voulait juste faire un peu d'exercice et ajoute qu'il est le seul à pouvoir le défier. Flatté, le maréchal tombe à genoux et accepte le compliment. Jin s'interroge sur la rapidité avec laquelle son discours s'améliore et lui demande s'il a mangé un humain. Se dépoussiérant et demandant à la fourmi de recommencer, le maréchal de rang maximal Beru se lance avec une attaque que Jin esquive rapidement. Il tente un coup de poing, mais Jin le bloque également, tout en louant la force de la fourmi depuis qu'elle est devenue maréchal. Beru attaque encore, mais le monarque des ombres esquive et riposte avec un coup de poing dans l'estomac, lui expliquant que le rang de maréchal désigne le chef d'une armée et qu'il ne peut y en avoir qu'un seul. Il ajoute que dès qu'Ygris et Cupide atteindront le grade de général, devenir maréchal ne sera qu'une formalité pour eux et que s'il ne veut pas se faire voler sa place, il devra travailler plus dur. Beru pousse un cri strident avant que les deux ne se mettent à se déplacer à une vitesse fulgurante dans la salle. Jin pense que cela ne suffira toujours pas et que même si Beru est le membre le plus fort de son armée, il ne tiendra pas face aux autres monarques. Alors que Beru se rapproche, Jin redirige son attaque, le faisant s'écraser au sol. Maintenant derrière la fourmi, Jin lui assène un crochet aux côtes, l'envoyant s'écraser contre le mur. Éclaté comme un véritable insecte, Beru exprime son émerveillement face à la force de son roi et s'incline en révérence. Jin lui dit qu'il va bloquer les chaînes de drama historique, qu'il en regarde trop, et Beru le regarde avec des yeux de chiot tout en se soignant. Jetant un regard autour de lui,
Jin réalise qu'il devrait commencer à nettoyer le bazar et informe le président que, avant de s'énerver, il a environ 300 fourmis qui sont très douées dans le travail manuel. Dans un hôtel de Séoul, Laura demande à Thomas André s'il compte partir. Il répond en s'interrogeant sur comment il pourrait s'en aller alors qu'une chose aussi grande et magnifique vient d'apparaître. Elle remet en question cette beauté et en regardant par la fenêtre, Thomas explique que tout ce qui fait battre le cœur est beau. Un dragon cracheur de feu, ce gigantesque portail et le pouvoir du chasseur Sung Jin-woo, tout cela est magnifique. Il ajoute que c'est pour cela je désirais toute chose qui puisse être considérée comme magnifique. Laura affirme qu'il a enfin trouvé quelque chose qu'il ne peut pas avoir et Thomas est d'accord, disant qu'il n'aurait jamais imaginé voir une telle chose apparaître. Il mentionne qu'il n'y a de toute façon aucun portail, à quoi bon y retourner, mais Laura lui dit que le bureau des chasseurs commence à s'inquiéter. Cependant, Thomas trouve cela amusant et la rassure en affirmant qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'auprès de Jin-woo. Il explique que s'il ne l'arrête pas ici, il n'y aura de toute façon aucun endroit sûr où rentrer, c'est pourquoi il veut assister à cet événement, si cela marque la fin de l'histoire de l'humanité ou un nouveau départ. Alors que les habitants tentent d'échapper au désastre annoncé, la ville de Séoul devient un immense embouteillage, les voitures étant incapables d'avancer. Pendant ce temps, Gina demande à sa mère s'ils sont en train d'évacuer. Sa mère lui répond en lui faisant remarquer qu'il vaudrait mieux choisir ou mourir, ajoutant qu'aucun ordre officiel d'évacuation n'a été donné. Irritée, Gina proteste en affirmant qu'elle est sur le point d'entrer à l'université, qu'elle va enfin pouvoir boire légalement, vivre seule, et que sa vie ne fait que commencer, pas moyen qu'elle meure comme ça. Sa mère acquiesce et lui assure que Jin-woo les protégera tout comme son père les protégeait. Pendant ce temps, Jin-woo est assis sur un toit, plongé dans ses pensées. Il ne parvient pas à les sentir et se demande où diable il se trouve. Il sait qu'il doit arrêter la porte, mais doute de pouvoir y parvenir sans pertes humaines. Il réfléchit au fait qu'il y a trop de choses qu'il doit protéger. Regardant son téléphone, il s'interroge « Avec qui devrait-il passer ces derniers instants ?» Ses yeux s'attardent sur la liste de ses amis. Ailleurs, dans un dojo, Song Chi-yul observe Cha Hae-in et remarque une hésitation obstinée dans son maniement de l'épée. Il lui fait part de son inquiétude, supposant qu'elle est peut-être paralysée par une peur enfouie. Alors qu'elle se tourne vers son téléphone qui vibre, Maître Song poursuit en expliquant qu'il est normal d'avoir peur, lui-même l'était aussi. Il ne sait pas si ce qu'il a vécu peut être comparé au monstre qu'elle a affronté, mais quand il a perdu un bras, voyant que Cha consulte son téléphone, il comprend qu'il parle tout seul et se reprend en riant. Cha, quant à elle, s'excuse et sort pour répondre à l'appel. Lorsqu'elle revient, elle rougit légèrement en lui annonçant qu'un rendez-vous urgent est apparu et qu'elle doit y aller. Maître Song la laisse partir, mais son regard s'illumine d'un sourire complice. Il sait exactement de quoi il s'agit. Alors que Jin commente qu'il pensait qu'il y aurait moins de monde à cause de la situation actuelle. En le regardant, elle lui demande s'il aime ce genre d'endroit. Il répond que non, mais qu'il voulait y venir au moins une fois. Elle lui demande alors pourquoi il l'a emmenée dans un endroit qu'il voulait visiter. Il répond qu'elle est sa seule amie. Confuse, elle se rappelle soudainement ce qu'elle a dit devant l'étrange statue du donjon double. Se souvenant de cet instant, elle rougit et lui demande s'il l'a entendu. Jin lui répond qu'il a une meilleure ouïe que la moyenne et qu'il l'a entendu clairement. Cha l'interroge alors sur l'identité de ce donjon mystérieux. Jin lui dit que lorsqu'il aura mis de l'ordre dans ses pensées, il lui expliquera tout. Mais pour l'instant, il préfère garder ça pour lui. Compréhensive, mais soulignant que ses soldats d'ombre les rendent trop voyants, Jin rétorque que tant qu'il les ignore, tout ira bien. Réfléchissant, Cha réalise que c'est la première fois qu'elle sort pour s'amuser depuis qu'elle est devenue une chasseuse il y a presque 2 ans. Mais avec Jin-woo, c'est différent. Jin lui demande si elle veut faire un tour de montagne russe et elle accepte. Il lui propose d'essayer d'autres attractions. Cha accepte. Jin enchaîne alors. Veut-elle tout essayer? Incapable de résister à son amoureux, elle accepte encore. Jin se rend compte qu'il n'était pas le seul à vouloir venir ici et lui propose de tout tester ensemble. Ils enchaînent les montagnes russes, la tour de chute libre et terminent par une maison hantée. Plus tard, en mangeant, Jin-woo lui demande si elle s'ennuie, ce à quoi elle répond que non, qu'elle s'amuse bien. Pourtant, il souligne qu'elle n'a ni crié ni pleuré une seule fois, ce qui le pousse à penser que ce genre d'attraction est trop ennuyant pour une chasseuse de rang S. Commentant que les attractions sont un peu lents, elle acquiesce. Lui lançant son sourire de drague ultime, il lui demande alors s'il devrait essayer quelque chose de plus excitant. Soudain, une ombre perce les nuages et Kaizel surgit dans le ciel, s'envolant vers le coucher du soleil. Jin-woo lui demande son avis, Cha répond « très rapide et vraiment haut ». Puis, en souriant, elle ajoute que c'est magnifique. Regardant l'horizon, elle lui demande pourquoi il a choisi un parc d'attractions alors qu'il peut faire ce genre de choses.
Il lui explique que c'est à cet endroit précis qu'est apparue la porte qui a emporté son père et qu'il voulait y retourner au moins une fois. Touchée, elle le remercie. Cha ajoute qu'elle voulait le remercier correctement pour tout ce qu'il a fait pour elle. Le monarque des ombres répond qu'il y a quelque chose qu'il aimerait lui montrer. Alors que le soleil se couche sur une ville détruite et que la nuit tombe, notre couple est assis dans l'herbe, contemplant les étoiles. Émerveillé, Cha tourne la tête vers Jin avant de s'appuyer doucement sur son épaule. Ensemble, ils observent une étoile filante traverser le ciel. Dans Solo Leveling, un homme se demande si c'est vraiment Jin-woo, tandis que tout le monde commence à le remarquer en train de marcher aux côtés de Cha Hae-in. Cha rougit, alors que Jin commente qu'il pensait qu'il y aurait moins de monde à cause de la situation actuelle. En le regardant, elle lui demande s'il aime ce genre d'endroit. Il répond que non, mais qu'il voulait y venir au moins une fois. Elle lui demande alors pourquoi il l'a emmenée dans un endroit qu'il voulait visiter. Il répond qu'elle est sa seule amie. Confuse, elle se rappelle soudainement ce qu'elle a dit devant l'étrange statue du donjon double. Se souvenant de cet instant, elle rougit et lui demande s'il l'a entendu. Jin lui répond qu'il a une meilleure ouïe que la moyenne et qu'il l'a entendu clairement. Cha l'interroge alors sur l'identité de ce donjon mystérieux. Jin lui dit que lorsqu'il aura mis de l'ordre dans ses pensées, il lui expliquera tout. Mais pour l'instant, il préfère garder ça pour lui. Compréhensive, mais soulignant que ses soldats d'ombre les rendent trop voyants, Jin rétorque que tant qu'il les ignore, tout ira bien. Réfléchissant, Cha réalise que c'est la première fois qu'elle sort pour s'amuser depuis qu'elle est devenue une chasseuse il y a presque 2 ans. Mais avec Jin-woo, c'est différent. Jin lui demande si elle veut faire un tour de montagne russe et elle accepte. Il lui propose d'essayer d'autres attractions. Cha accepte. Jin enchaîne alors. Veut-elle tout essayer? Incapable de résister à son amoureux, elle accepte encore. Jin se rend compte qu'il n'était pas le seul à vouloir venir ici et lui propose de tout tester ensemble. Ils enchaînent les montagnes russes, la tour de chute libre et terminent par une maison hantée. Plus tard, en mangeant, Jin-woo lui demande si elle s'ennuie, ce à quoi elle répond que non, qu'elle s'amuse bien. Pourtant, il souligne qu'elle n'a ni crié ni pleuré une seule fois, ce qui le pousse à penser que ce genre d'attraction est trop ennuyant pour une chasseuse de rang S. Commentant que les attractions sont un peu lents, elle acquiesce. Lui lançant son sourire de drague ultime, il lui demande alors s'il devrait essayer quelque chose de plus excitant. Soudain, une ombre perce les nuages et Kaizel surgit dans le ciel, s'envolant vers le coucher du soleil. Jin-woo lui demande son avis, Cha répond « très rapide et vraiment haut ». Puis, en souriant, elle ajoute que c'est magnifique. Regardant l'horizon, elle lui demande pourquoi il a choisi un parc d'attractions alors qu'il peut faire ce genre de choses. Il lui explique que c'est à cet endroit précis qu'est apparue la porte qui a emporté son père et qu'il voulait y retourner au moins une fois. Touchée, elle le remercie. Cha ajoute qu'elle voulait le remercier correctement pour tout ce qu'il a fait pour elle. Le monarque des ombres répond qu'il y a quelque chose qu'il aimerait lui montrer. Alors que le soleil se couche sur une ville détruite et que la nuit tombe, notre couple est assis dans l'herbe, contemplant les étoiles. Émerveillé, Cha tourne la tête vers Jin avant de s'appuyer doucement sur son épaule. Ensemble, ils observent une étoile filante traverser le ciel. À l'extérieur de l'association des chasseurs, un homme pense que la porte s'ouvrira d'ici quelques jours et en tant que chasseur de rang B, il doit rester sur ses gardes. Soudain, il percute quelqu'un. En levant les yeux et en se demandant qui il est, il se retrouve face au monarque bestial qui le domine de toute sa hauteur. Les spectateurs se demandent s'il va y avoir un combat et comment il peut être encore plus grand que Ma Dong-euk. Le chasseur de rang B insiste pour qu'il s'excuse et lui dit que s'il a fait quelque chose de mal, il doit présenter des excuses. Il pense que maintenant qu'il est devenu un rang B, il se laissera plus marcher dessus. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le monarque ouvre grand sa bouche et croque sa tête. Les autres chasseurs restent figés alors que la bête recrache son sang, un sourire carnassier aux lèvres, les dents tachées de rouge. Il fracasse le sol, projetant les chasseurs dans les airs. L'un d'eux s'écrase contre un bâtiment et avant qu'il ne puisse se relever, une voiture Kia surgit de nulle part et l'écrase sur place. Alors que la poussière retombe, le monarque exige qu'on l'écoute et déclare qu'à partir de maintenant, il commencera à les chasser, utilisant ses crocs et ses griffes pour déchirer leur chair faible. Se proclamant roi des bêtes, le monarque bestial lance un défi à ceux qui oseraient l'affronter. Pendant ce temps, la chasseuse Cha étanche sa soif à une rivière lorsqu'elle apprend par Jin-woo qu'un excellent hôtel sert le petit déjeuner. Il l'invite à se joindre à lui et elle accepte. Jin-woo invoque Kaizel, ce qui pousse Cha à demander des précisions sur l'emplacement du restaurant. Jin la rassure. S'il court, il lui faudra à peine 5 minutes. Cha se demande alors combien de kilomètres il peut bien parcourir en si peu de temps. Les deux prennent leur envol. Abonne-toi. Jin Chul est alarmé d'apprendre qu'un intrus s'est introduit dans l'association des chasseurs.
Il demande s'il y a des victimes, mais un agent lui répond qu'il ignore encore le nombre exact. Se prenant la tête entre les mains, Jin-chul sait qu'il reste encore quelques heures avant que la porte ne se brise et reconnaît en silence l'ampleur de ses responsabilités. Il demande des nouvelles de Jin-woo, mais l'agent lui révèle qu'ils n'ont pas réussi à le contacter, ce qui pousse le président à envisager de gérer la situation lui-même. Soudain, l'agent s'exclame, annonçant qu'un chasseur capable d'affronter le monstre est apparu. Le président suppose que Jin-woo est arrivé, mais l'agent précise que ce n'est pas lui. Il s'agit d'un chasseur de classe mondiale qui se trouvait simplement dans les environs. Lennart Nierman se tient prêt mais lutte contre ses doutes, se demandant si sa décision de rester à Séoul était dictée par le destin pour vaincre ce monstre. Brusquement, une voix lui ordonne de reculer. Thomas André le repousse en disant qu'il ne ferait que le gêner. Pendant ce temps, à l'hôtel, la nourriture a l'air délicieuse. Jin-woo décroche enfin son téléphone. Le président lui demande pourquoi ils n'ont pas pu le joindre jusqu'à présent. Jin répond qu'il était hors de la zone de couverture réseau jusqu'à maintenant. Jin-chul lui annonce qu'un monstre ravage les rues, ce qui pousse Jin à lui rappeler que le donjon ne devrait pas se briser avant plusieurs jours. Cependant, Jin-chul confirme que la situation est critique. Jin demande le nombre approximatif d'ennemis, mais le président répond qu'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Jin sait que tous les chasseurs sont actuellement déployés à Séoul pour empêcher l'émergence du gigantesque donjon, mais voilà qu'un seul monstre décime tout sur son passage. Le président lui annonce qu'une guilde entière a été annihilée en un instant et qu'il vient de recevoir un rapport indiquant que Thomas André fait actuellement face à la bête. Jin se souvient avoir placé des soldats ombres sur Thomas et les chasseurs pour qu'ils lui rapportent tout événement inhabituel, mais ce monstre a anéanti une guilde entière en un instant et il n'a reçu aucun signal de ces ombres. Réalisant que son lien avec ses soldats ombres à Séoul est étrangement faible, il a l'impression que quelqu'un affaiblit volontairement son signal et se demande ce qui se passe. Tentant de localiser un soldat ombre précis sans succès, il comprend même que les ombres qu'il utilisait comme repère ont disparu. Gardant le téléphone à l'oreille, il informe Cha qu'il y a un problème en Corée. Elle lui demande s'il s'agit de la rupture du donjon, mais il lui répond qu'il pense que c'est autre chose. Il explique qu'il s'agit d'un ennemi d'une puissance écrasante, qu'un chasseur de classe mondiale lui fait face et que son signal d'ombre est perturbé. Il demande alors au président si la créature a une ombre, affirmant qu'il doit absolument vérifier ce détail. Jin en vient à penser qu'ils ont peut-être caché un monstre colossal derrière des ombres invisibles. Lennart appelle nerveusement Thomas, tandis que les chasseurs s'excitent à l'idée de voir le Goliath en action. Il ordonne aux chasseurs de secourir les citoyens. Thomas, quant à lui, observe la créature et commente qu'il voit une bête enragée qui ne connaît pas sa place. Le monarque le regarde d'un air mauvais, alors que Thomas ajoute qu'il est normal que les bêtes folles soient battues à mort. Face à face, ils échangent un regard puissant. La bête lacère Thomas, mais ses griffes ne parviennent pas à percer sa peau. En réponse, le Goliath lui assène un coup de poing en plein visage, mais au même instant, le monarque lui enfonce son genou dans l'abdomen. Regardant son adversaire, il tend sa paume au-dessus de son visage avant de l'écraser violemment au sol. Et le combat continue. Abonne-toi. Choi Jong-in sort de sa voiture et demande où en est l'évacuation. Un chasseur lui répond qu'ils sont encore en train d'évacuer les civils à l'intérieur des immeubles. Il demande ensuite quelles guildes sont présentes et le chasseur lui répond que la guilde des faucheurs et la guilde du tigre blanc sont toutes deux déployées. Comme des chasseurs du monde entier sont rassemblés sur place, il pense que la subjugation de la bête ne tardera pas. Selon lui, la guilde des chasseurs devrait simplement se concentrer sur l'évacuation. Cependant, Choi n'est pas convaincu. Il réalise que Thomas André, un chasseur de rang nation, affronte actuellement le mystérieux monstre, mais cette présence immense lui semble encore plus terrifiante que celle qu'il a ressentie sur l'île de Jeju. Se demandant quel genre de monstre affronte le Goliath, il lève les yeux vers le ciel. Pendant ce temps, la bête vole à travers les airs avant de s'écraser contre un immeuble sous l'effet d'un des coups puissants du Goliath. Alors que la poussière s'accumule, la créature grimpe sur le bâtiment et se propulse vers le Goliath à une vitesse terrifiante. Incapable d'esquiver, le monarque lui assène un coup de tête dans l'estomac, enfonçant les pieds de Thomas dans le béton. Pourtant, ce dernier garde son équilibre, saisit la bête et l'entraîne dans un suplex city, l'écrasant la tête la première contre le sol. Alors qu'il baisse les yeux, la bête frappe le crâne de Thomas d'un coup de pied, elle effectue un salto arrière et retombe sur ses pieds tandis que Thomas est projeté dans les airs. Le monarque affiche un sourire carnassier, tandis que le chasseur de rang nation se redresse et utilise son renforcement. Pendant ce temps, Baek Yoon-ho et la guilde des chasseurs arrivent sur le site de subjugation. Juste au moment où Baek demande si tout le monde est prêt, quelque chose s'écrase contre le bâtiment devant eux.
Sous le choc, il se demande si cette chose est bien la bête magique qui a été signalée sur place. En regardant autour de lui, il comprend que cet homme doit être le légendaire Goliath, Thomas André. La guilde acclame le Goliath. Tue-le Thomas, tu es le meilleur, dit-il. Mais Thomas leur ordonne de se mettre à couvert, traitant les imprudents d'idiots. La bête arbore un sourire sinistre. Alors que Baek commence à se transformer, il remarque que ce monstre n'a rien de normal et qu'il devrait se transformer maintenant. Pourtant, il s'arrête immédiatement en faisant face au monstre. Le monarque observe, tandis que Baek baisse le regard, les comparant à un petit tigre face à un loup géant. Ayant le sixième sens d'un animal, Baek reprend forme humaine dans l'espoir de ne pas être reconnu comme une proie. Goliath et la bête s'affrontent, tandis que Baek s'éloigne, incapable de soutenir le regard de la créature. Le combat continue. Abonne-toi pour la suite. Le monstre active sa télékinésie et soulève des voitures avant de les projeter sur André, qui les dévie sans effort. En attrapant une voiture, il se retrouve soudainement submergé par les véhicules. Cependant, le monstre est tiré en avant alors que le bras de Thomas s'étend, utilisant sa propre télékinésie. Alors que le monarque s'approche, le Goliath émerge des décombres et l'écrase violemment au sol. Il lève le poing et enchaîne une rafale de coups. Pourtant, une sensation étrange l'envahit, une inquiétude croissante, le sentiment qu'il ne va pas gagner. Alors qu'il s'apprête à porter le coup final, sa main est saisie par le monstre, qui, en pleine transformation, se moque du fait qu'une simple marionnette d'un fragment puisse être si puissante. Il affirme en avoir assez vu de ses tours insignifiants et lui broie le poing à la main Thomas. Le monarque bestial lui demande s'il a peur, puis le lacère tout en lui demandant s'il désespère. La guilde du tigre blanc assiste à la scène avec horreur, alors que le monarque remarque quelque chose. Il attrape l'ombre de Thomas en l'appelant un rat et en extire un soldat de l'ombre, s'interrogeant sur sa présence avant de le détruire. Il demande alors à Thomas s'il doit continuer puisque ce dernier semblait si confiant en sa force. Pourquoi ne pas faire un duel de force, demande-t-il. Cependant, l'armure de Thomas explose et il surgit derrière le monstre, l'attrapant son cou pour l'étrangler et lui demande pour qui il se prend à parler aussi arrogamment. Serrant de toutes ses forces et hurlant, il lui brise la nuque. Pourtant, alors que sa tête pend, l'œil du monstre se tourne soudainement vers lui et son cou se remet en place à une vitesse fulgurante. Il agrippe le visage de Thomas et le projette violemment au sol, déclarant qu'il est désolé de lui annoncer cela, mais qu'il commence à avoir faim à nouveau. Soudain, une explosion magique frappe le monarque, provoquant une détonation. De l'autre côté, Lennart Nierman apparaît et déclare qu'il ne laissera pas la bête agir à sa guise. Et le combat continue. Abonne-toi pour la suite. Lennart Nierman se tient face au monstre, des frissons lui parcourant le corps rien qu'en se tenant devant lui. Thomas André lui conseille de fuir, sinon il mourra. Cependant, l'Allemand déclare qu'il en est bien conscient, mais qu'il ne peut pas abandonner sa fierté de chasseur. Se chargeant d'énergie, il pense qu'il n'a aucun regret et qu'il referait ce choix encore et encore, préférant mourir avec fierté plutôt que vivre une vie sans sens. Il ne cesse de se répéter qu'il a fait le bon choix tandis que le monarque bestial lui adresse un sourire glaçant. Terrifié lorsque le monarque lui fonce dessus, il admet qu'il a fait le mauvais choix. Soudain, Kaisel surgit et referme ses mâchoires sur le monarque avant de l'emmener dans les airs, laissant Lennart stupéfait. Cependant, le monarque parvient à se dégager, attrapant les crocs de Kaisel et lui arrachant violemment la mâchoire, détruisant ainsi l'ombre. À travers la poussière, le monarque des ombres apparaît, son talon levé, puis assène un coup de pied au monarque bestial, l'écrasant violemment au sol. Jin atterrit ensuite à côté de Lennart et lui demande d'emmener Thomas en lieu sûr. Se relevant des décombres, le monarque bestial déclare qu'il peut sentir l'odeur du monarque des ombres sur Jin tout en l'appelant humain. Tandis qu'il s'éloigne, Lennart crie à Jin de ne pas s'inquiéter pour eux, mais ce dernier reste concentré, percevant l'intention meurtrière du monarque et réalisant qu'il n'est pas le seul présent. Le monarque bestial demande comment il peut manier autant de pouvoir d'un être supérieur dans un corps humain. Une autre voix l'interrompt, suggérant que l'architecte a probablement trouvé un moyen puisque ça fait longtemps que le monarque des ombres a conclu un marché avec lui. Émergeant du sol, une voix murmure qu'elle pourrait manger le corps de cet humain et ajoute qu'elle s'est toujours demandé quel goût pouvait avoir un autre monarque. Restant concentré, Jin voit apparaître des notifications du système introduisant le roi des neiges, le monarque de la glace, le roi des bêtes, le monarque bestial et la reine des insectes, le monarque des fléaux. Tous reconnaissent Jin comme un ennemi. Alors qu'il est encerclé par les monarques, une colonne d'Aura s'élevant jusqu'aux cieux apparaît et Jin commande sortez. En un instant, son ombre s'étend et ses soldats entrent en scène. Ygritte et Acier affrontent le monarque du givre, Jim Aitan s'occupe du monarque bestial tandis que Cupid et Beru affrontent le monarque des fléaux. Le monarque bestial demande si c'est la nouvelle armée des ombres. Le monarque du givre inspire profondément avant de projeter une immense vague de glace. Jin la bloque mais ses soldats se retrouvent emprisonnés. Le monarque du givre commente leur nombre mais affirme que ses soldats ne sont que de la piétaille et qu'ils ne pourront pas bouger dans cette prison de glace. Désignant Beru, le monarque des fléaux reproche à Jin d'avoir attaqué ses enfants, affirmant qu'elle ne les avait pas vus depuis longtemps. Tout en ridiculisant sa stratégie, le monarque du givre insinue que Jin a sous-estimé les autres monarques et ajoute qu'il ne pensait pas que le monarque des ombres avait totalement absorbé le pouvoir de son prédécesseur. Il conclut en déclarant que bien que le monarque des ombres soit le plus grand, il ne faut pas sous-estimer la force des autres monarques. Brisant la glace couvrant sa main, Jin fixe le monarque du givre et dit toi. Puis il retourne sa lame et la pointe vers lui. Je vais m'assurer de te tuer. Et la guerre des monarques continue. Abonne-toi pour la suite. Le monarque de la glace prépare ses golems de glace et le monarque des fléaux lui demande si elle peut aussi se joindre aux festivités tout en créant une armée de morts vivants. Alors que les insectoïdes zombifiés se jettent sur Jin, il les tranche d'un coup, dégoûté en la voyant utiliser les cadavres des chasseurs. En levant les yeux, il remarque le pied d'un golem de glace sur le point de l'écraser, mais il l'esquive et remonte le long de son corps en un éclair, tranchant proprement le sommet de sa tête. Il atterrit avec style alors que d'autres golems attaquent, puis il se concentre et fonce à travers eux directement vers le monarque du givre. Alors qu'ils échangent un regard intense, le monarque bestial surgit de nulle part, l'attaquant avec ses griffes et leur affrontement se transforme en un échange ultra rapide. Le monarque bestial se moque de lui, affirmant qu'un simple morceau de métal ne pourrait jamais le blesser, mais le monarque des ombres lui tranche violemment la main, répliquant qu'il aurait eu raison si ça avait été un autre morceau de métal. Soudain, Jin remarque une immense main tombant du ciel et l'esquive de justesse. Avec 5 mains, la monarque des fléaux plane au-dessus de lui, tandis que le monarque bestial régénère sa main blessée. Pendant une pause, les trois monarques se regroupent face à Jin. Un iceberg se fissure brutalement et une main d'ombre en jaillit, attirant l'attention de Jin alors que Beru surgit de la glace et hurle comment cette femme insecte ose poser ses mains sur mon roi. Le monarque du givre est surpris qu'un simple soldat d'ombre ait brisé un sort d'immobilisation et s'interroge sur la présence d'un soldat d'ombre de niveau maréchal entre les mains d'un humain. De son côté, le monarque bestial commente qu'un soldat d'ombre de niveau maréchal est pratiquement un dieu de la destruction. La monarque des fléaux déclare qu'un enfant qui ne reconnaît pas sa mère doit être puni. L'une de ses mains fonce sur Beru, mais il la tranche en deux d'un revers de griffe, la traitant de salope, ce qui la met hors d'elle. Atterrissant devant Jin, Beru admire sa capacité à ne pas reculer, même face à une espèce supérieure, et lui dit qu'il ne cesse jamais de l'étonner avec sa puissance infinie. Profitant de l'instant, les insectoïdes lancent une nouvelle attaque, mais le duo les élimine rapidement. Cependant, alors qu'ils sont distraits, la monarque des fléaux envoie ses mains qui transpercent Beru et projette violemment Jin au sol. Alors que Jin tente de se relever, la bataille continue. Abonne-toi pour la suite. Avant que Jin ne puisse se relever, le monarque de la glace utilise sa compétence. Des lances de glace couvrent le ciel frappant Jin simultanément, mais il les dévie toutes très rapidement. Fixant le monarque du givre d'un regard perçant, le monarque lui demande combien de temps il peut tenir face à leur attaque en tenaille lorsqu'une des dagues de Baruka transperce soudainement son cœur. Jin lui rappelle qu'il ne s'en sortira pas vivant. Le monarque du givre en colère répond espèce d'insolent, le vulgaire humain, que tu es ose prononcer ces paroles face à moi, un monarque. Il remarque que bien qu'il ait été touché en plein cœur, cela ne semble pas être une blessure fatale pour eux. Jin bondit sur le monarque du givre et utilise au lieu de dague, mais ce dernier se contente de sourire tandis que le monarque des bêtes surgit, tendant son bras et invoquant une énorme lame. Il tranche le dos de Jin qui crache du sang, terrifiant Beru qui crie mon roi. Cependant, le monarque des fléaux apparaît derrière lui, se présentant sous le nom de Keresha, monarque des fléaux et la mère de tous les insectes existants. Elle l'agrippe alors qu'il se débat et lui dit que même s'il est ingrat, elle l'accueillera toujours comme l'un de ses enfants. Au même moment, le monarque des bêtes se dresse devant Jin, affirmant que c'est la fin pour lui. Désespéré, Beru hurle déclarant bande de serviteurs inutiles. Que faites-vous? Dépêchez-vous d'aider votre roi. Prisonnier de la glace, Cupid déclare qu'il sera celui qui arrachera le dernier souffle de leurs ennemis. Il brise alors la glace et se libère. En l'apercevant, le monarque des bêtes note qu'il devait être un puissant guerrier de son vivant. Le monarque du givre ajoute que les soldats d'ombre de haut rang commencent à se libérer alors qu'Acier, Ygritte et Croc sortent de leur prison. Le monarque du givre s'approche de Jin et lui dit que sa blessure est mortelle et que la partie est terminée. Mais Jin se relève et lui demande s'il parle vraiment de cette simple coupure avant d'utiliser sa compétence régénération. Le combat continue. Abonne-toi pour la suite. Les gens regardent Jin affronter les monarques depuis New York, Londres, Shanghai et Paris. De retour en Corée, Lennart décrit la scène comme si une tempête faisait rage autour de Jinwoo. Thomas André demande ce qui se passe et l'Allemand lui répond qu'il a l'impression d'assister à la fin du monde. Observant de loin, Baek se demande s'il s'agit vraiment du Jinwoo qu'il connaît. Il savait qu'il était un chasseur capable de croître en puissance, mais il se demande à quel point il a pu devenir plus fort en si peu de temps. Pendant ce temps, Ygritte et Acier combattent la bête, tandis que le monarque du givre retient Cupid et Tusk et que Beru tranche les doigts de Keresha. Furieuse, elle attaque. Cependant, Jinwoo apparaît derrière elle et lui parle de la prophétie de l'architecte qui lui a annoncé qu'il mourrait des mains des piliers de feu soutenant le monde, mais il n'a pas précisé si les piliers finiraient par s'effondrer ou non. Jin tranche alors la gigantesque tête du monarque en deux, ailleurs, debout sur un toit. Lin Taegyu réfléchit à sa position et comprend que ce n'est pas un combat dans lequel il peut interférer. Pendant 30 minutes, les assassins d'élite de la guilde des faucheurs ont été déployés dans toute la zone. Dès qu'ils recevront le signal, ils concentreront leur feu de soutien sur l'ennemi, espérant lui infliger des dégâts mortels. Taegyu se demande combien d'entre eux survivront s'ils exécutent ce plan. Il sait qu'ils mourront s'ils ratent leur tir et qu'ils mourront même s'ils réussissent.
6, car leur adversaire est un monstre que même Thomas André n'a pas pu soumettre. Soudain, une main se pose sur son épaule. Un homme mystérieux lui dit de simplement s'asseoir et regarder. Terrifié, Taiyu bondit en arrière et pointe son arme dans sa direction, les yeux écarquillés. Au même moment, des chasseurs se rassemblent pour évacuer la population et traquer les bêtes magiques. Mais aucun d'eux n'est capable d'interférer dans le combat. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre que tout se stabilise et observer la fin de la bataille qui approche. Préparant une attaque, elle répand un liquide sur Jin qui réalise qu'il s'agit d'un poison. Il se moque du monarque car sa capacité de détoxification l'annule instantanément. Foudrage face à ses railleries, Kureisha fonce sur lui, prête à le déchiqueter, mais Jinwoo l'arrête en plein vol grâce à l'autorité du souverain. Paralysé et incapable de bouger, Jin se projette devant elle et utilise la compétence mutilation pour la réduire en charpie. Sentant sa mort imminente, elle murmure: c'est donc ça la mort, une obscurité si profonde qui surpasse même la nôtre, ce n'est dans l'obscurité. Cette obscurité est si éblouissante, dit-elle avant d'exploser violemment, et une notification apparaît: Jinwoo a vaincu Kureisha, la monarque des fléaux, l'une des 9 monarques. Son niveau augmente de 3 et la bataille des monarques continue. Abonne-toi pour la suite. À la mort de Kureisha, le monarque du givre est choqué de voir Jin puiser dans le pouvoir du monarque des ombres et craint de nouveau expérimenter la peur d'un des plus grands monarques qui ait régné sur cet univers. Cependant, le monarque bestial le rassure en lui disant de ne pas avoir peur car Jin est épuisé. Il lui affirme qu'il n'a pas à s'inquiéter en étranglant Beru, expliquant que la fatigue de Jin et sa dépendance de ces minables insectes prouvent qu'il est encore incomplet et qu'il ne représente pas une réelle menace pour les véritables monarques. Alors qu'il resserre son emprise sur Beru, Jin réalise que celui-ci est en train de disparaître et se demande si la même chose s'est produite avec son ombre sur Thomas André. Il tente d'annuler l'invocation de Beru, mais est choqué d'être averti qu'il ne peut pas. Le monarque bestial l'observe avant de bondir sur le côté pour éviter une attaque de Jin qui parvient néanmoins à sauver Beru. Le monarque du givre approuve les paroles du roi des bêtes et invoque des pics de glace autour d'eux. Il dit à Jin que sa confiance en son pouvoir est mal placée car celui-ci est 100 mètres. Armé d'un trident, il prévoit de couper les liens entre Jinwoo et ses ombres, les emprisonnant dans sa glace et les forçant à ressusciter pour épuiser la réserve de mana de Jin. Tout en lui demandant ce qu'il compte faire, il attaque en lui plantant son trident dans l'épaule. Puis il le projette en l'air et le fait s'écraser au sol mais réalise que Jin a disparu. Soudain, Jin réapparaît en le tranchant, mais le monarque du givre esquive et contre-attaque avec un coup au ventre, propulsant Jin au loin et lui faisant cracher du sang. Jin atterrit néanmoins sur ses pieds et commente la vitesse de son adversaire. Le monarque du givre remarque que la compétence de furtivité de Jin doit consommer énormément de mana et décide d'en finir rapidement. Jin l'observe foncer sur lui et les deux s'élancent dans un échange fulgurant. Mouvement, vision, respiration, flux de mana, il peut tout voir. S'il pouvait seulement être plus rapide que lui, le monarque du givre lui dit qu'il ignore ce qu'il prépare mais que cela ne sert à rien, puis il invoque une faux et lance une attaque glaciale avec ses armes. Jin se glisse derrière lui, prêt à frapper, mais le monarque ne fait que sourire. Quelque chose vient de se passer. La guilde du tigre blanc et les nartes sont sous le choc. Le monarque bestial a transpercé Jin de ses griffes. Le monarque du givre a gelé les pieds de Jin immobilisé tandis que les griffes du monarque bestial ressortent nettement de sa poitrine. Ce dernier le raille, affirmant que sans la vitesse dont il était si fier, Jinwoo n'est rien et le combat continue. Abonne-toi pour la suite. Après s'être fait transpercer par les griffes du monarque bestial, les dagues de Jin tombent au sol, ses mains planent au-dessus des griffes ensanglantées, alors qu'il déclare que son niveau a augmenté. Cette blessure est donc insignifiante. Cependant, le monarque du givre le poignarde déclarant: je te rends ton arme et lui demande s'il est capable de se soigner comme il l'a fait plus tôt. Il en doute, car Jin n'est pas un monarque complet malgré sa puissance. Il lui demande si c'est là sa limite et l'informe qu'il ne pourra pas assister à l'invasion de leurs armées qui apporteront des montagnes de cadavres humains et des rivières de sang. Il ajoute que ce pays sera différent et jure de geler chaque être humain de la nation de Jin, condamnant son peuple à une agonie éternelle, incapable de vivre ni de mourir. Alors qu'il commence à geler Jinwoo, il déclare: montre-moi ton mépris infini pour moi dans ta mort, cela participera à mon bonheur. Encore, un peu plus, juste un peu plus. Les points de vue du joueur ont atteint 0. Le joueur est mort. Le joueur est en possession du cœur noir. Le joueur a rempli toutes les conditions pour la compétence passive inconnue. Le tableau des compétences apparaît et la compétence passive inconnue est activée. Son activation déclenche une lumière qui s'intensifie progressivement avant de tout submerger. Jinwoo ouvre les yeux, puis se redresse en serrant sa poitrine, respirant lourdement, se remémorant ses derniers instants face au monarque. Il se demande si tout cela n'était qu'un rêve avant de regarder autour de lui et de réaliser qu'il est dans un hôpital. Convaincu que la dague de glace lui a transpercé le cœur, il s'interroge sur la raison de sa survie. Jinchul entre dans la pièce, Jin le regarde, l'appelant président Wu Jinchul et lui demande ce qui est arrivé au monarque, non au monstre. Et comment est-il encore en vie? D'abord surpris, Jinchul lui répond qu'il y a 3 choses qu'il doit lui dire. Premièrement, il n'est pas le président, mais le chef inspecteur de l'équipe de surveillance. Deuxièmement, il aimerait lui poser des questions sur les statues mouvantes. Et troisièmement, comment il sait qu'il est? Cela surprend Jin qui lui demande ce qu'il entend par statue mouvante. Jinchul explique que lorsqu'ils sont arrivés sur place avec la guilde du tigre blanc, après avoir reçu le rapport, tout était déjà terminé. Mais Jin l'interrompt, disant que ce n'est pas ce qu'il voulait savoir. Portant sa main sur son visage, Jin réalise que cet hôpital lui semble familier car il y a passé 2 semaines par le passé. Jinchul remarque l'apparence de Jin qui est un peu différent sur les photos, tandis que Jin se rappelle que la chambre VIP était celle où il s'était réveillé après avoir survécu de justesse au double donjon. Jinchul lui demande s'il va bien et Jin répond qu'il a besoin de temps pour remettre ses pensées en ordre. Se demandant comment une telle chose peut être possible, Jin vérifie ses statistiques qui sont exactement les mêmes qu'avant, ainsi que tout ce qu'il avait dans son inventaire. Soudain, une voix lui demande ce qu'il est en train de faire juste après s'être réveillé. Jin assiste à la porte et lui demande s'il s'est cogné la tête, mais en regardant autour d'elle avec confusion et en se demandant si elle ne s'est pas trompée de chambre, Jin se souvient qu'à l'époque il avait changé progressivement d'apparence. Il lui demande alors si elle ne le reconnaît vraiment pas. Le détaillant du regard et doutant qu'il soit réellement son grand frère, Jin ressent néanmoins quelque chose d'étrange. Jin lui dit que ce n'est probablement qu'un pressentiment. Puis, alors qu'il sort de la chambre, Jin annonce qu'il est occupé et qu'il doit se rendre à l'association des chasseurs pour leur dire qu'il renonce à être un chasseur. Se retournant, il constate que Jina est venue en plein milieu de ses cours et insiste pour qu'elle retourne à l'école. Il ajoute: et toi aussi Han Songi, lui interdisant même d'envisager d'abandonner ses études pour devenir chasseuse. Choquée, elle se demande comment Jin connaît son nom, tandis que Jin quitte la pièce, réfléchissant déjà à un plan pour reconstruire son armée d'ombre. Mais comment cela est-il possible et pourquoi une telle chose s'est-elle produite? J'ai réellement remonté le temps. Dans la salle d'évaluation des rangs, un agent pense à Sharaï qui est devenu chasseuse de rang S il y a de cela 2 ans et maintenant, imaginez qu'un gars à l'apparence d'un SDF soit un chasseur de rang S les surprend. Ils essaient d'expliquer à Jin que l'appareil ne peut pas mesurer sa puissance, mais Jin les interrompt en disant qu'il le sait déjà et qu'avant de recommencer, il aimerait rencontrer le président de l'association. Il lui propose de le guider jusqu'à la salle, mais Jin s'éloigne déjà, déclarant qu'il sait où elle se trouve et qu'il ira seul. Dans l'ascenseur, Kang Taishik se demande quel genre de scénario il devrait inventer aujourd'hui, sachant que ce n'est pas la première fois qu'il ment à l'association. Il reconnaît que s'il se fait attraper par l'inspecteur en chef ou Jinchul, il aura de gros ennuis. Jin prend alors la parole et lui dit qu'il possède une compétence de furtivité, mais qu'il ne l'a pas déclarée à l'association. Kang lui demande comment il le sait, mais Jin l'interrompt en expliquant que même s'il est un chasseur de haut rang, son nom ne figure pas sur la liste des personnes strictement surveillées par l'association. Alors que Kang essaie de prendre ses lames, Jin les enlève déjà et lui dit que quelqu'un viendra lui demander de venger leur fille, mais que cela ne l'intéresse pas de savoir ce qu'il fait des criminels. Cependant, s'il blesse des chasseurs innocents lors de l'incident, il mourra de la main de Jin. Kang remarque alors que ses dagues ont disparu et Jin l'informe que c'est son seul avertissement. Nerveux, Kang demande qui il est, tandis que Jin s'éloigne et il se questionne à nouveau sur cet homme fantomatique. Jetant un regard autour du coin et saluant le président Gundy, ce dernier suppose que si Jin l'a cherché immédiatement après son évaluation, il doit déjà être quelque peu familier avec les procédures. Il lui demande s'il y a un problème, mais Jin écarte la question. Une notification apparaît: voulez-vous redémarrer le monde? Avant que Gundy n'entre dans le vif du sujet, Jin l'interrompt en disant qu'il a d'abord une proposition à lui faire. Sachant qu'il doit aller sur l'île de Jeju et renforcer son armée d'ombre, il demande au président de modifier la réglementation afin que les créatures invoquées soient comptabilisées comme membres de raid par l'association. En échange, il promet de tuer toutes les fourmis sur l'île de Jeju lui-même. Alarmé par une telle déclaration, Gundy lui demande s'il est conscient du nombre d'échecs qu'ils ont essuyés lors des raids sur Jeju. Mais alors qu'il ressent une énergie qui dépasse de loin celle de n'importe quel chasseur de nation, Jin lui explique que c'est une tâche que lui seul peut accomplir et lui demande de lui laisser faire en lui assurant qu'il s'occupera de toutes les fourmis sur Jeju. Le président se demande alors quelle est cette puissance et le temps passe alors que Jin traverse différentes épreuves: l'arc de Wang Dong-suk, l'arc des prisonniers, sa séparation avec Li Douyi, l'arc de la porte rouge, l'arc de la guilde des chasseurs, le réveil de sa mère de son sommeil éternel, l'arc du raid de Jeju et le recrutement de Beru. Ce tenant-là, Jin soupire avant de demander pourquoi ne sais-tu pas cela, puis il crie qu'il sait que tout ceci est une illusion et exige que celui qui en est responsable mette fin à cette mascarade et se révèle. Combien de temps comptes-tu me regarder de haut? Soudain, il est projeté dans les ténèbres alors que des dizaines de notifications du système apparaissent. Une silhouette l'observe. Il lui demande qui il est. Es-tu le roi des morts? Et l'art continue. Abonne-toi pour la suite. Le roi de la mort dit à Jin que s'il le voulait, il pourrait vivre dans ce monde pour l'éternité, ajoutant que ce serait comme ne jamais se réveiller du plus beau des rêves. Jin lui demande s'il essaie de lui dire de rester piégé dans cette illusion qu'il a créée, mais le roi de la mort nie être à l'origine de ce monde et affirme que c'est Jin qui l'a créé. Il explique que ce monde a été formé en combinant le désir de Jin de corriger ses erreurs passées avec le pouvoir du monarque. En d'autres termes, il s'agit de son propre territoire, c'est le repos éternel. Autrement dit, la mort. Il dit à Jin qu'il l'observe depuis bien plus longtemps qu'il ne pourrait l'imaginer. Lui qui a toujours été plus proche de la mort que quiconque, mais qui l'a pourtant désespérément combattu. Il déclare: je suis les archives de tes difficultés, la preuve de ta résistance et la récompense de tes souffrances. Je suis la mort, je suis le repos éternel ou bien la terreur. Je suis toi. Au sein de son domaine, Jin peut faire tout ce qu'il désire, affirme-t-il en faisant pousser un arbre depuis sa paume. Jin peut transformer ses serviteurs anciens et extraire son pouvoir d'eux. Le monarque ajoute que, bien que ce ne soit possible que dans son propre territoire, la capacité de créer, de détruire et de remodeler le monde est un pouvoir omnipotent. Jin lui demande s'il est en train de dire qu'il possède le même pouvoir et le roi de la mort lui répond qu'il attendait ce jour depuis
très longtemps, se présentant comme le monarque des ombres, le roi de la mort qui règne sur le pouvoir de la mort et l'administrateur des parties les plus profondes des ténèbres. Jin demande pourquoi l'avoir choisi. Il annonce à Jin qu'il va lui montrer leur commencement et leur fin, ainsi que le commencement de Jinwoo. Pendant ce temps, le monarque bestial confirme la mort de Jin, tandis que Tom André réalise que la présence du chasseur Sung Jinwoo a soudainement disparu et se demande ce qui s'est passé. Beck trouve cela impossible, sachant que plus personne ne peut désormais stopper ces bêtes magiques. Lim Tae-gyu regrette d'avoir écouté cette personne plus tôt, pensant qu'ils auraient peut-être pu les arrêter en les bombardant immédiatement. Non, ils doivent les arrêter. Maintenant que même les chasseurs de Nation ont échoué à les soumettre, il n'y a plus de retour en arrière possible. Rugissant l'ordre de tirer à son signal sur la bête magique qui ressemble à un marcheur blanc, le monarque se retourne brusquement, stoppant Tae-gyu dans son élan quelques instants avant que le corps de Jin ne commence à émettre une aura sombre, révélant que son cœur violet bat à nouveau. Cela choque les deux monarques qui bondissent vers le corps en comprenant qu'ils doivent à tout prix empêcher le véritable roi de descendre maintenant que Jin est mort. Cependant, le monarque bestial se fait violemment botter en pleine face, le propulsant contre le monarque du givre et les envoyant tous s'écraser contre un immeuble. Sung Il-hwan, le père de Jin, glisse devant le corps de son fils, déclarant que désormais plus personne ne posera la main sur cet enfant. Dans un autre monde, la lumière et les ténèbres existaient à une époque où tout le reste n'était pas encore né. L'être absolu divisa la lumière et créa les émissaires divins, puis divisa les ténèbres pour créer les 8 monarques. Les monarques créés pour détruire le monde et les émissaires créés pour le préserver s'affrontaient sans relâche, exterminant continuellement les soldats de l'autre camp. Épuisé par cette guerre interminable, le fragment le plus éclatant des lumières brillantes demanda à l'être absolu pourquoi il ne venait pas en aide à ses plus fidèles sujets qui se battaient en son honneur. Il questionna pourquoi il ignorait les cris des innombrables soldats mourant pour sa gloire et le supplia de leur prêter sa force afin d'anéantir leurs ennemis. Mais l'être absolu ne répondit pas au fragment. À cet instant, les fragments de lumière brillante réalisèrent que pour l'être absolu, la bataille entre eux et les monarques n'était rien de plus qu'un divertissement et qu'ils ne souhaitaient pas que la guerre prenne fin. Tous vénéraient l'être absolu, tous poussaient des cris de guerre en son nom, tous lui avaient juré allégeance de leur sang et de leur vie en honneur de l'être absolu. Ils avaient tous respecté la loi jusqu'à présent, mais il y avait bien plus de ceux qui périssaient que de ceux qui survivaient. Même en respectant la loi, seule la mort les attendait. Le monarque des ombres déclara que tant que l'être absolu existerait, la guerre ne cesserait jamais. Et pour mettre un terme à ce conflit absurde, ils dégainèrent leur lame, ainsi commença la rébellion. Et voici le monarque des ombres d'un lointain passé. Il était le seul émissaire divin à s'être dressé contre la rébellion des autres émissaires, mais son maigre bataillon fut impuissant face aux armées unies des traîtres. À genoux devant son armée massacrée, il crut que tout était fini. Cependant, lorsqu'il rouvrit les yeux dans l'obscurité, le plus grand fragment de lumière brillante réalisa que l'être absolu avait dissimulé un certain pouvoir en lui. Lève-toi, dit-il. Les ténèbres recouvrirent de ses ailes tandis qu'il utilisait son nouveau pouvoir pour retirer les lances, et son armée d'ombre ressuscitée se dressa à ses côtés. Il mena alors ses troupes vers le front. Mais lorsqu'il revint, tout était déjà terminé. L'être absolu était mort. Et l'histoire se poursuit. Abonne-toi pour la suite. Les fragments restants avaient tué l'être absolu et s'étaient proclamés les nouveaux dieux, assumant ainsi la position de dirigeant et utilisant divers outils contenant le pouvoir de l'être absolu pour traquer les monarques. En conséquence, le roi des géants, Legia, fut capturé par les dirigeants et l'équilibre des forces entre les deux camps s'effondra. C'est alors que les monarques prirent conscience de la gravité de la situation et le monarque des ombres profita de ce moment pour leur tendre la main, sachant qu'ils n'avaient d'autre choix que d'unir leurs forces avec lui afin de combattre leur ennemi commun, les dirigeants. Dès lors, il poursuivit cette bataille interminable ni en tant que fragment de lumière brillante, ni en tant qu'émissaire divin, mais en tant que monarque des ombres. Le temps jouait en sa faveur. Les cadavres et les âmes qui restaient sur le champ de bataille rejoignaient son armée et lorsqu'il unit ses forces avec l'armée de la destruction dirigée par le roi des dragons déchaînés, les monarques ainsi que les dirigeants commencèrent à le craindre. Deux des monarques, terrifiés par le monarque des ombres, décidèrent de le trahir après s'être alliés. À cause de cela, son armée des ombres fut presque anéantie. Une force trop puissante avait conduit à la trahison, tandis que le roi des bêtes, le monarque bestial, s'enfuyait en abandonnant ses soldats. Le roi des démons, monarque des flammes blanches, Baran, dut payer le prix ultime. Mais à cet instant, les soldats d'argent traversèrent leur portail céleste. Le monarque releva sa cape, l'enroulant autour de Baran et l'absorbant, tandis que les dirigeants débarquaient. Pendant pied autour du monarque, ils s'agenouillèrent tous devant le roi des morts. Chacun d'eux implora son pardon, affirmant qu'il n'y avait plus aucune raison de se battre. Bien qu'il possédait encore assez de puissance pour le renvoyer au néant s'il le voulait, ils choisirent de poursuivre la paix. C'était le minimum de respect qu'ils pouvaient lui témoigner après avoir combattu à ses côtés sur les lignes de front en menant l'armée de la lumière brillante. Le monarque questionna leurs supplications, leur demandant si ce n'était pas eux qui avaient blessé leur maître avec des épées et des lances. Un dirigeant lui répondit qu'il était leur maître à eux aussi, ce qui mit le monarque en colère. Il le saisit par le visage et déclara que c'est précisément pour cette raison que leur crime était encore plus ignoble. Le dirigeant expliqua qu'il devait mieux comprendre que quiconque ce qu'ils avaient ressenti lorsqu'ils avaient levé leur bannière de rébellion contre leur maître. Ils voulaient simplement mettre fin à la guerre, dit-il. Le monarque des ombres leur ordonna alors de percer son cœur avec leur lance puisqu'ils désiraient tant cette fin. Suppliant son pardon, les dirigeants hésitèrent. Il insista pour qu'ils le tuent, mais ils portèrent tous leurs poings à leur poitrine et s'inclinèrent devant lui. Les dirigeants prièrent le plus grand fragment de lumière brillante d'apaiser sa colère. Il expliqua à Jin qu'il avait été submergé et n'avait trouvé aucune solution, alors il avait décidé de se cacher pour préparer sa vengeance. Ayant emprisonné le monarque des flammes blanches en lui, il prévoyait d'attaquer les forces du monarque bestial après avoir laissé son corps se rétablir. Mais pendant qu'il était caché, les monarques ayant perdu la majorité de leur puissance furent vaincus par les souverains. Lorsqu'il réapparut devant les monarques, ces derniers profitèrent de l'opportunité pour s'échapper à travers la faille dimensionnelle. Le roi des dragons ne permit cependant aucun combat, sachant qu'il était temps pour eux de récupérer leurs forces. De ce fait, le roi des dragons l'a autorisé à rejoindre ses forces et sont donc partis en quête d'un nouveau monde dans le but de reconstruire leurs armées. Le monarque explique qu'ils ont cherché un nouveau monde dans le but de construire leur nouvelle armée. Jin demande s'il s'agissait de la Terre et le monarque confirme, ajoutant que pour les humains, l'apparition des monarques devait sembler très soudaine et que leur annihilation était inévitable. Réalisant qu'il a déjà vu ce paysage auparavant et devinant qu'il s'agit du château des démons, Jin demande si c'est ce qui va se produire dans le futur, mais le monarque répond qu'il s'agit en réalité d'un souvenir du passé. Jin demande ce qu'il veut dire et il lui explique que si la raison d'existence des monarques est la destruction, alors la raison d'existence des dirigeants était de maintenir ce monde en l'absence de l'être absolu. Les dirigeants avaient détecté trop tard les mouvements des monarques et avaient envoyé leurs armées, mais tout était déjà terminé. Naturellement, les dirigeants furent furieux en constatant que l'armée du monde du chaos qu'ils avaient échoué à éradiquer avait réussi à provoquer la destruction d'un autre monde. Pour corriger cette erreur, ils utilisèrent leur outil contenant le pouvoir de l'être absolu, un outil divin qu'ils s'étaient interdit d'utiliser, la coupe de la réincarnation. C'était un artefact extraordinaire capable de remonter le temps de 10 ans. Les dirigeants mirent tout en œuvre pour sauver ce monde, mais la terre telle qu'elle était alors était bien trop faible pour affronter les monarques. Un monde dépourvu d'énergie magique ne pouvait pas supporter des batailles d'une telle envergure, que ce soit les monarques ou les dirigeants qui remportent la guerre, l'impact sur la planète serait le même. Ainsi, les dirigeants prirent une décision extrêmement difficile. S'ils ne pouvaient pas sauver tout le monde, ils voulaient au moins s'assurer qu'un certain nombre de personnes survivent afin que ces derniers puissent perpétuer l'humanité dans ce monde. Jin comprend alors que c'est ainsi que les chasseurs ont été créés. Le monarque poursuit en expliquant qu'il transformait des êtres humains en individus capables de survivre à l'affrontement entre les deux forces. Les dirigeants voulaient que l'humanité survive, peu importe ce qu'ils devaient faire. Jinwoo réfléchit au fait que pour ceux qui peuvent survivre dans ce monde transformé, s'ils réalisèrent qu'à l'exception d'un petit nombre de personnes, tous les autres devaient mourir, la société pourrait-elle vraiment continuer à fonctionner normalement? Le roi démon est un fragment de mémoire laissé par le monarque des ombres. Jin en déduit que ce monde a déjà traversé d'innombrables annihilations, ce que le monarque confirme. Cependant, les êtres supérieurs ne peuvent pas aller à l'encontre du cours du temps. Ils sont capables de percevoir les changements dans le flux temporel causés par la coupe de la réincarnation. Tandis que les dirigeants tentaient à plusieurs reprises de corriger leurs erreurs, les monarques commencèrent aussi à modifier continuellement leur plan jusqu'à ce que l'outil divin ne puisse plus être utilisé. Jin demande alors combien de fois la coupe de la réincarnation peut être utilisée et le monarque répond qu'il n'existe pas de puissance infinie. Tout comme l'être absolu capable de créer des mondes a été éliminé par ses propres créations, Jin s'interroge sur la manière dont des créations ont pu tuer leur créateur. Le roi lui répond que ce n'est pas différent des humains, mourant à cause des machines qu'ils ont construites. Les fragments de lumière avaient été créés pour combattre et leur pouvoir était plus que suffisant pour faire tomber leur créateur. Ensuite, les monarques utilisèrent les méthodes des dirigeants pour mettre en place leur propre plan. De la même manière que les dirigeants avaient hérité du pouvoir humain afin qu'ils puissent tuer les bêtes magiques et ainsi renforcer le monde, les monarques empruntèrent aussi les corps humains pour descendre dans ce monde et y déployer leurs armées bien plus tôt que ce que les dirigeants avaient prévu. Ils avaient planifié d'utiliser l'énergie magique dispersée sur Terre par les dirigeants pour transformer la planète entière en un gigantesque piège afin d'anéantir d'un seul coup les armées des dirigeants venus en aide à l'humanité. Le code de suppression du système d'élevage du joueur a été entré. Le système va être supprimé, toute limitation de puissance du joueur sera levée. Sans aucune restriction, tous les soldats d'ombre de rang maréchal regagneront leur plein potentiel. La puissance du soldat de rang maréchal Ygritte a été restaurée. Les capacités du soldat de rang maréchal Beru ont considérablement augmenté. Le monarque des ombres Ashborn est retourné dans le monde du vide éternel. Voulez-vous vraiment supprimer le système? Oui, une lumière éclate et des tourbillons violets apparaissent, tandis que dans la ville, les monarques sont repoussés par une force. Le monarque du givre crie vers le fragment de lumière brillante, lui disant que le pire désastre provient du corps de l'humain qu'il protège. Il lui demande s'il est vraiment prêt à risquer sa vie pour aider à la résurrection du monarque des ombres et demande à quoi il pense. Traître. La bête affirme qu'ils n'ont plus beaucoup de temps et le monarque du givre se prépare à attaquer. Le père de Jin prend position alors qu'ils s'affrontent tous dans un combat éclair. Les monarques foncent sur le fragment qui esquive sous le trident du monarque du givre, empêchant la bête de le griffer avant de taillader le monarque du givre de bas en haut. Le monarque du givre réalise que ce bâtard lit la trajectoire de sa lance et réagit en conséquence. La bête pense qu'il a les mouvements d'un guerrier ayant connu d'innombrables batailles. Il esquive sans peine les attaques du monarque du givre tout en repoussant les siennes en même temps. Le monarque du givre prépare son souffle glacial, mais il se fait projeter d'un coup de pied qui le projette droit dans un bâtiment. La bête tente de le mordre, mais reçoit une dague enfoncée dans la mâchoire supérieure. Hurlant de douleur, il tente ensuite d'attraper le fragment qui esquive habilement. En retirant la lame de sa mâchoire, il menace de le déchiqueter, mais il ressent soudainement quelque chose et se met en position défensive immédiatement. En se retournant, il regarde vers Jinwoo toujours figé dans la glace et le combat continue. Abonne-toi pour la suite. Le monarque des ombres explique à Jin que pour qu'un monarque qui possède un pouvoir incroyable puisse venir dans ce monde, il lui faut un corps hôte capable de supporter sa puissance. Mais comme le monarque des ombres et le monarque de la destruction possédaient des pouvoirs trop immenses, il ne pouvait trouver aucun humain adapté pour les accueillir.
Durant cette période, l'un des mages les plus compétents aux ordres d'un roi est venu voir le roi des ombres avec une proposition. Il était prêt à lui trouver un humain convenable. Ce mage, appelé l'architecte, affirma qu'il n'offrirait son aide qu'en échange d'un corps immortel. Malheureusement, aucun être vivant ne pouvait devenir un réceptacle capable de contenir la mort. L'architecte, grâce au système qu'il avait conçu, chercha sans relâche quelqu'un doté d'un grand talent pour percevoir la puissance magique, quelqu'un possédant une force physique prodigieuse, une supériorité, un mental d'acier. Il cherchait un humain dont la puissance pourrait égaler celle du monarque. Sa quête n'était pas facile, mais au cours de ses recherches, il trouva quelqu'un qui surpassait son système, quelqu'un qui réécrivit les règles de son jeu et dépassa toutes ses attentes. Sung Jinwoo, qui avait toujours été faible, toujours le plus proche de la mort, et pourtant échappant encore et encore à son étreinte. Il observe Jin et malgré l'opposition de l'architecte, il le choisit. Se répétant une fois de plus, je suis les archives de tes difficultés, la preuve de ta résistance et la récompense de ta souffrance. Jin répondit que même s'il avait dépassé les attentes de l'architecte, il n'avait sans doute pas été suffisant pour pouvoir supporter pleinement la puissance du monarque. Le monarque dit que c'est pourquoi l'architecte avait utilisé des éléments liés aux compétences humaines et aux préférences humaines pour s'adapter à sa force. En utilisant les jeux et le divertissement pour alimenter l'amusement de Jin, le système de l'architecte qui utilisait le pouvoir du monarque transforma progressivement le corps de Jin niveau après niveau afin qu'il puisse l'égaler. Jin comprit alors pourquoi le système ressemblait autant à un jeu, notamment avec ses aspects liés aux joueurs. Mais le monarque trahit l'architecte. Pourquoi demanda Jin. Le monarque répondit que les excuses des dirigeants et la trahison des monarques l'avaient amené à se questionner sur le camp auquel il devait appartenir. Il prit une décision et souhaita qu'elle en soit ainsi. Le temps qu'il passa avec Jin fut si heureux, peut-être ne voulait-il pas le perdre. Il devint Jin et Jin devint lui. Peu importe qui devient le propriétaire de ce corps, cela ne sera pas étrange, car il ne faisait déjà plus qu'un. Ainsi, il offrit un choix à Jin. Il pouvait rester dans ce domaine de la mort et profiter des rêves éternels qu'il s'était créés. Cependant, s'il faisait un autre choix, il serait renvoyé dans la réalité et devrait affronter ses adversaires. Jinwoo interrogea le monarque sur sa décision. S'il n'avait pas choisi de rejoindre les dirigeants, pourquoi s'était-il enfui vers l'autre monde avec les monarques alors même que sa volonté de combattre les dirigeants avait disparu? Il répondit que c'était parce que cet endroit ne lui offrait plus de place. Jin acquiesça, affirmant que c'est pareil pour lui, il n'est pas non plus à sa place ici. Le monarque lui sourit comme s'il était le président, tandis que Jin lui demanda s'il s'agissait de leur dernière rencontre. Le monarque répondit qu'il retournerait se reposer, mais Jin, le monarque des ombres, vivra éternellement. Ainsi, il était peu probable que leur chemin se croise à nouveau. Ajoutant qu'avec la mort de Jin, son pouvoir est devenu absolu et il ajoute afin de t'en aller, il faut. Mais Jin l'interrompt, affirmant je sais car je suis toi. Il ferme les yeux et dit abonne-toi. Le monarque de la bête recule tandis que le monarque du givre émerge de la poussière, déclarant que cela ne fonctionnera plus sur lui et invite le monarque bestial à attaquer de nouveau. Cependant, il l'interrompt en annonçant qu'il va s'arrêter maintenant. Le monarque de la glace le questionne, tu abandonnes après être arrivé si loin, es-tu devenu fou? Mais la bête lui rétorque en demandant s'il ne ressent pas que le mana autour d'eux a commencé à pleurer. Il ajoute que le monarque des ombres arrive, je me retire, dit-il. Le monarque du givre lui rappelle qu'il avait promis de l'aider à vaincre le monarque des ombres, mais le roi des bêtes répond que sa promesse ne concernait que la période où le monarque des ombres était sous sa forme humaine. Or, puisque le véritable monarque approche, il n'a plus de raison de tenir parole. Le monarque du givre le réprimande, l'accusant de fuir avec la queue entre les jambes malgré son statut de monarque des bêtes, mais ce dernier réplique que le monarque du givre ne peut pas le comprendre car il n'a pas encore affronté la pleine puissance du monarque des ombres. En traversant son portail, il déclare qu'il priera pour sa réussite. Furieux, le monarque du givre le traite de salopard et ordonne à ses ennemis de goûter à la terreur du givre et de voir son véritable pouvoir. Plantant son trident dans le sol, il déclenche une tempête de glace. Les chasseurs crient de battre en retraite tandis que la tempête soulève des voitures et les projette dans les airs, accompagnés de lames glacées. Se tenant prêt, le fragment contre-épique de glace du monarque alors que ce dernier concentre son pouvoir vers le ciel, formant un gigantesque bloc de glace. Des simples humains osent me défier sans connaître leur place, dit-il. Il annonce qu'ils seront piégés à jamais dans le vide éternel avec le monarque des ombres. Le fragment s'interroge, compte-t-il détruire toute cette zone? Mais sans prêter attention, une lame lui tranche le bras, lui arrachant un cri de douleur tandis que d'autres lames s'abattent autour de lui. Levant les yeux, il voit l'énorme bloc de glace amorcer sa descente quand soudain une ombre le percute violemment. Beru l'a transpercé de ses griffes. Une lame tombe devant le fragment tandis qu'Iris déclare au monarque du givre qu'il ne devrait pas se proclamer roi alors qu'il est si faible. Réalisant que l'ombre s'est libérée de son sort, le monarque du givre comprend que cela signifie que les soldats des ombres de Grand Maréchal ont retrouvé leur puissance. Il comprit alors la situation. C'est alors que Jin entre en scène, ajoutant c'est pour ça que je ne devrais pas faire confiance aux prophéties. Se demandant si la bête s'est enfuie, Jin questionne qui ose partir sans ma permission. Le monarque du givre est secoué en réalisant que Jinwoo est désormais un mur qu'il ne pourrait même pas imaginer franchir. Il comprend instantanément l'écart de puissance entre eux. Jin libère une impulsion d'aura qui se propage à travers la ville, balaye la Corée du Sud, traverse des nations entières et enveloppe tout le continent asiatique avant de tourner la tête en disant je l'ai trouvé. Le monarque du givre ressent une ouverture, une opportunité qui ne se représentera jamais. Il sait que bien qu'un fossé de puissance immense les sépare, voir son ennemi baisser sa garde juste devant lui est une chance qu'il ne peut laisser passer. S'il la rate, seule une mort inévitable l'attend. Il doit donc en finir en un seul coup. Se précipitant pour tout finir en un coup, il plonge son trident en direction de Jinwoo, mais alors qu'il s'en approche, Jin impassible lève simplement la main, provoquant un impact qui pulvérise le trident du monarque et le sol autour d'eux. Sous le choc, le monarque du givre réalise qu'il fait face à la puissance d'un des monarques les plus puissants et au fragment de lumière brillante. Jin lui dit qu'il le gardera pour la fin et lui ordonne d'attendre patiemment pendant qu'il s'occupe du monstre. Pendant ce temps, au plus profond de la jungle, le monarque bestial sort de son portail, sentant l'aura de la mort se rapprocher. Il regrette d'avoir inutilement disputé le monarque du givre, car cela l'a retardé dans sa fuite. Mais maintenant que la situation en est arrivée là, il sait qu'il doit se cacher jusqu'au retour du roi des dragons. Cependant, alors que le portail se referme, une aura ténébreuse persiste. Le monarque bestial se fige, sentant enfin cette présence. Jin se tient juste à côté de lui et il remarque que l'air est imprégné de l'odeur de la mort. Le monarque bestial tombe à genoux, écrasé par l'écart de puissance. Il sait qu'il ne peut ni fuir ni gagner. La peur de la force que l'expérience lui a appris à connaître baisse la tête, obéit lui. Son instinct lui hurle de se soumettre. Baek est enfin vengé. Il incline la tête et dit au monarque des ombres moi, le roi des bêtes, ne souhaite pas vous combattre. Il implore son pardon pour ses péchés et jure fidélité. Il ajoute qu'à l'avenir, le roi des dragons viendra sur cette terre avec ses soldats et lui, avec son armée de bêtes, prêtera main forte au monarque des ombres. Jin accepte sa soumission et le monarque bestial sourit convaincu de sa propre ruse. Quel idiot, il n'est pas le vrai monarque des ombres, pense-t-il. Il pense que si Jin était vraiment le monarque, il ne lui pardonnerait jamais, surtout après l'avoir déjà trahi et tenté d'éliminer son hôte. Se fiant à la naïveté des humains et à leur tendance à pardonner, il espère simplement gagner du temps jusqu'à l'arrivée du roi des dragons. Quand ce moment viendra, il prévoit de réduire son corps en pièces, mais avant qu'il ne puisse aller plus loin dans ses pensées, Jin l'interrompt. Avant ça, nous devons régler nos dettes. Jin porte 5 cicatrices laissées par les griffes du monarque bestial qui lui ont transpercé le cœur. S'il parvient à survivre à 5 attaques en retour, il lui pardonnera. La panique envahit le monarque bestial, se sentant insulté par cette provocation, il se transforme en un immense loup, débordant de rage face à l'audace de Jin de le défier ainsi, lui, le roi des bêtes. Il saute sur Jin prêt à le croquer. La bête déclare que même si sa vie doit se terminer ici, Jin ne s'en sortira pas indemne. Elle hurle alors que Jin se tient debout, invoquant une seule dague. Fendant la jungle à toute vitesse, Jin tranche la ligne d'arbre en même temps que le monarque, faisant voler sa jambe. Il en reste 4, dit Jin. De retour en ville, le monarque du givre observe la situation, pensant qu'il ignore l'existence de cette fourmi qui soigne les humains, mais celui-ci est clairement un problème. Il sait qu'il l'a déjà vu par le passé, le chevalier de la mort, l'un des deux généraux de l'armée des ombres, Ygritte. Maintenant qu'il peut utiliser toute sa puissance, il devient vraiment gênant. Tant que le monarque des ombres a du mana, ils peuvent se régénérer. En revanche, le monarque du givre ne peut pas récupérer le mana qu'il a utilisé pour sa transformation. Esquivant une des phrases d'Ygritte, le monarque lui ordonne de ne même pas penser à faire quelque chose d'aussi futile et lui demande s'il croit vraiment pouvoir tenir encore longtemps face à lui. Plantant son épée dans le sol, Jin observe à travers et commence à traverser la porte dissimulée sous la cape d'Ygritte. Maintenant, on le sait, le flot a été rebaptisé Sung Jinwoo. Le monarque du givre est troublé en voyant les dents de la bête tomber au sol. Jin annonce que le monarque bestial est mort et le monarque du givre est choqué qu'il ait pu le tuer en seulement quelques minutes d'absence. Jin déclare le monarque des fléaux, le monarque des bêtes et le monarque de la glace. La mort de ces trois monarques servira d'avertissement aux autres. Furieux, le monarque du givre contre-attaque mais il est soudainement poignardé par une dague puis par une autre. Il prépare un souffle de glace mais Jin lui couvre la bouche, invoque une dague et lui lacère le torse. La bête est morte au quatrième coup, dit-il. Voyons combien de temps tu tiendras. La peau du monarque de la glace se fissure et il hurle tandis que son corps se brise et se dissout en cendres qui s'élèvent vers le ciel. Beru se présente et Jin lui demande des nouvelles de la personne qui l'a protégé plus tôt. On lui répond qu'il a disparu. Jin aperçoit alors une dague au sol et la ramasse. En laissant des empreintes sanglantes, il s'effondre. Haletant, tandis que son corps se désagrège. Sung Il-hwan devine que c'est la conséquence d'avoir reçu le pouvoir divin dans un simple corps humain. Ce n'est pas grave, c'est ainsi que cela devait être, dit-il. Soudain, une lame tournoie à ses pieds. Jin demande tu pensais vraiment que je ne le saurais pas si tu partais comme ça? Pourquoi es-tu encore parti sans un seul mot, papa? Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite. Les portails, des gigantesques trous qui appellent des bêtes démoniaques. Après avoir éliminé le boss du donjon d'un portail, il faut une heure pour s'échapper. Cependant, Sung Il-wan n'a eu d'autre choix que d'être piégé dans la faille dimensionnelle, assis, se laissant affaiblir. Les dirigeants lui ont prêté leur force et lui ont demandé d'arrêter les monarques, y compris le monarque des ombres, qui allait bientôt naître. Après avoir perdu tout moyen de s'échapper, il n'a eu d'autre choix que de revenir sur terre en tant qu'émissaire des dirigeants avec une lourde responsabilité. Cependant, il n'a pas pu assumer cette responsabilité. Voir Jinwoo au Japon l'a fait frissonner, bien qu'il sache que la pire calamité de l'humanité résidait dans ce corps. Il ne pouvait rien faire d'autre que de l'observer à distance. Pendant ce temps, les dirigeants, dont l'objectif principal était d'empêcher l'avènement complet du monarque des ombres, ont commencé à changer de position. Finalement, le fragment de lumière le plus brillant lui donna un nouvel ordre protéger le monarque des ombres. Ils avaient compris que pour stopper le plan des monarques, ils avaient besoin du pouvoir du monarque des ombres. Les seuls à pouvoir arrêter la destruction étaient les soldats du roi des dragons qui arriveraient avant les soldats des cieux. C'était un pari énorme sans savoir s'ils prendraient le côté des humains ou des monarques. Mais maintenant, nous connaissons les résultats. C'est pourquoi il a aidé Jin. Il dit qu'il ne voulait pas que Jin voie ce côté de lui. Jin pleure pour son père qui lui demande s'il le détestait. Jin confirme et Sung Il-hwan s'excuse. Jin dit que lorsqu'il a commencé sa carrière de chasseur, lorsqu'il était au bord de la mort, lorsqu'il a à peine survécu pour revoir sa mère et Jin A, son père apparaissait dans ses pensées et il le détestait à chaque fois que cela arrivait. Mais
Mais il lui manquait aussi. Et toi, demande Jin. Ilwan surpris relève les yeux. Est-ce que je. Non, est-ce que nous t'avons manqué, demande Jin. Les larmes inondent son visage alors qu'il dit vous me manquez à chaque instant. Même si tu ne pouvais pas me voir, il était heureux de savoir qu'il pouvait le voir de loin. Prenant appui sur son pied, il se lève et serre Jin dans ses bras, lui disant qu'il a bien grandi. Jin pleure et serre le poing en demandant si ce sont les dirigeants qui le contrôlent et se débarrassent de lui. Mais Ilwan répond qu'ils lui ont simplement donné une opportunité. Il a choisi de le protéger et il ne regrette rien. La main de Jin s'ouvre et il serre de nouveau son père dans ses bras alors qu'il s'efface, lui disant qu'il voulait parler davantage. Il voulait rester avec lui plus longtemps. Il s'excuse de ne pas avoir été un bon père et se brise devant Jin. Tenant l'air, il serre le poing et crie à travers la ville. Pendant ce temps, dans l'appartement, la mère de Jin appelle Jin et l'invite à déménager, disant qu'elle a l'impression qu'elle peut partir maintenant et ses larmes coulent. Jin hurle. Écoutez-moi, monarque. Vous allez payer pour ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous m'entendez? Alors que ce fou parle dans le vide, cet arc prend fin. Abonne-toi pour la suite. Le jour où les cris du monarque des ombres secouèrent le monde, c'était le jour où le prélude de la guerre s'éleva. Un drone rapporte que le chasseur Tom André n'est pas dans un état critique et on peut voir que des ambulances transportent les blessés vers les hôpitaux locaux. Le monstre qui a massacré les citoyens a cessé de bouger. Seules ses traces demeurent après qu'il se soit transformé en cendre. Jin étreint sa famille tandis que Choi Jong-in vérifie l'état de Baek Yunho et Woo Jin-chul suppose que tout est fini maintenant. Se rappelant des funérailles de Go où Jin lui avait dit qu'il tuera le monarque de la glace, après il pourra le remercier. Baissant la tête, il remercie Jin. Le bureau des chasseurs annonce que les monstres apparus dans la ville sont des bêtes démoniaques non identifiables. Les dégâts causés à la ville par les bêtes démoniaques furent énormes. Cependant, la véritable catastrophe allait arriver dans quelques jours. Des milliers de chasseurs se tiennent prêts. Liu Jigang qualifie la porte colossale d'énorme comme il l'avait entendu, disant que même si tous les chasseurs du monde se rassemblaient, ils pourraient simplement être aspirés dans cette porte et disparaître. Thomas annonce que cela va commencer bientôt, tandis que le président pense que c'est la première fois qu'autant de chasseurs du monde entier se sont rassemblés en un seul endroit et se demande combien d'entre eux survivront. Jin Woo se tient à l'écart, l'air stylé. Chae-in dit qu'elle n'a jamais vu Jin aussi nerveux. Jin répond ah bon, bientôt la porte s'ouvrira. Elle se fissure et tout le monde se prépare pour la bataille. Une aura noire s'en échappe et il voit une armée massive. Jin se rend compte de quelque chose alors que des soldats d'argent et des dragons géants sortent de la porte. L'un d'eux semble plus cool que les autres. Hurlant pour lancer l'attaque, les tanks se préparent aux côtés des soigneurs et des mages lorsque soudainement l'ordre est donné de ne pas bouger. Un cessez-le-feu est décrété et le président Woo Jin-chul demande à Jin pourquoi. Il répond tout va bien monsieur le président. Les soldats d'argent s'abaissent alors que Choi s'interroge sur ses intentions, se demandant s'il compte vraiment faire face aux créatures sans les attaquer alors qu'elles sont encore en l'air. Jin avance vers l'armée des soldats d'argent, face à l'un d'eux, ils échangent un regard, puis soudain, celui-ci pose un genou à terre, se présentant comme le grand maréchal Bélion. L'armée des ombres tout entière s'incline respectueusement pour saluer son roi. Le président reste sans voix, tout comme Tom André et les narcs qui savent que même un seul de ces dragons pourrait menacer l'humanité et pourtant trois d'entre eux sont réunis en un seul endroit. Jin Woo comprend c'est l'armée du royaume des ombres laissée par Ashborn pour lui. Prenant conscience de la puissance de son armée, il sait que la véritable guerre commence maintenant. Quelques jours plus tard, dans la salle de réunion du comité des mesures d'urgence de l'association des chasseurs de Corée, il est annoncé que la presse étrangère exige une explication officielle des événements. Le bureau des chasseurs américains demande la localisation du chasseur Song Jin-woo. Le quartier général de gestion des catastrophes de la ville demande s'il est possible d'autoriser les évacués à rentrer. L'émission Jin de la chaîne des chasseurs demande une interview avec Song Jin-woo. Un homme exaspéré remarque que les invocations du chasseur Song ont vraiment dû apparaître de cette manière, mais le président lui rétorque qu'il aurait préféré que ce soit des créatures démoniaques qui sortent du portail à la place, que plutôt que de recevoir des demandes d'interview, il devrait recevoir des appels des familles des chasseurs morts et ne s'en tirer qu'avec la liberté relative dont ils jouissent en ce moment. Jin-chul réfléchit. Des centaines de milliers de créatures démoniaques sont sorties du portail colossal et elles ont toutes été absorbées dans l'armée de Jin-woo. Il sait à quel point tout le monde est perturbé par la soudaine disparition de Jin-woo, mais ce n'est pas la première fois qu'il disparaît ainsi. Ils doivent commencer à s'y habituer. Si même l'association des chasseurs ne peut pas comprendre les épreuves que traverse le chasseur Sung, alors qu'il pourrait. L'homme s'excuse immédiatement, reconnaissant son erreur. Soupirant, le président se demande ce que fait Song Jin-woo en ce moment. Dans Solo Leveling, Jin se tient sur la main de croc face à son immense armée divisée. Bélion reconnaît la stratégie de Jin consistant à organiser une bataille d'entraînement en scindant les forces en deux, ajoutant qu'il n'y avait jamais pensé. Jin ajoute qu'ils ne peuvent pas mourir après tout. Beru s'approche et demande à tester ses compétences pour le poste de grand maréchal. Jin est surpris. Bélion observe alors que Beru le défie dans un combat. Cela excite Jin. Le duel des maréchaux commence. Beru pousse un cri strident tandis que Bélion dégaine son épée. Il la brandit haut et Jin se demande s'il utilise une épée longue comme Igris, bien qu'il soit bien plus imposant que ce dernier, et il en va de même pour son arme. Il suppose que Bélion privilégie la puissance à la vitesse. Alors que la fourmi fonce vers lui, il pense que Beru a peut-être une chance, mais l'épée de Bélion s'allonge et il la fait claquer d'un mouvement rapide, surprenant Jin. Le fouet tranchant fonce sur la fourmi qui parvient à l'esquiver. Beru se précipite alors en avant, mais Bélion rétracte son bras en roulant son épée autour de lui et le capturant, le neutralisant instantanément. Jin se demande si c'est déjà terminé. Il n'en revient pas que Bélion ait pu neutraliser Beru aussi vite. Ses réflexes dépassent de loin ce qu'il imaginait. Chaque coup qu'il porte est assez puissant pour ravager le sol sous lui. Pas étonnant qu'il détienne le titre de grand maréchal, mais il ne doit pas baisser sa garde. Après tout, la plus grande force d'un insecte réside dans sa ténacité. Pendant ce temps, à l'aéroport international de Pékin, une foule de journalistes assaille le chasseur Liu Jigang. L'un d'eux mentionne que bien que beaucoup applaudissent Liu Jigang pour son choix courageux de soutenir la Corée du Sud, d'autres estiment qu'il n'y a aucune raison d'aider ce pays et lui demandent ce qu'il en pense. Liu s'insurge, se demandant qui peut bien proférer de telles absurdités. Il demande si ces personnes ont un cerveau uniquement pour faire joli et s'ils sont incapables de lire une carte. Il se demande s'il ne réalise vraiment pas quel pays se trouve juste au-dessus de la Corée du Sud. Il ajoute que si quelqu'un est assez stupide pour tenir de tels propos, qu'on lui dise que lui, Liu Jigang n'avait pas confiance en sa capacité à stopper ce qui arriverait si le chasseur Song Jin-woo échouait. C'est pourquoi il est devenu l'aider. Et si quelqu'un a un problème avec ça, il n'a qu'à aller affronter lui-même les bêtes démoniaques. Alors qu'il sort de l'aéroport, son regard est attiré par quelque chose et il est choqué de voir un second portail massif flotter dans le ciel. Pendant ce temps, un monarque apprend que le monarque des ombres s'est retourné contre eux. Il déclare qu'il va s'en occuper lui-même et ordonne aux autres de ne rien faire car ils doivent éviter de subir davantage de pertes dans leur rang. Appelant ses dragons, il leur ordonne de se préparer au combat. S'écrasant au sol, l'épée de Bélion tombe à côté de son cou tandis qu'il attend que la fourmi se rende. Rampant vers son roi, Beru dit qu'il peut encore continuer, ce qui pousse Jin à le demander pourquoi il est si obsédé par le fait de devenir le grand maréchal. Beru répond qu'il veut devenir grand maréchal afin d'être toujours à ses côtés. Jin réplique que le grand maréchal peut se tenir à sa droite et que Beru peut être à sa gauche. Beru fait des yeux de chiot avant de pleurer sous l'effet de la faveur du roi. Jin l'ordonne d'arrêter. Igris intervient pour demander la chance de défier Bélion, mais Jin l'interrompt en disant qu'il pourrait être derrière lui. Se demandant ce qui se passe, Jin regarde vers le groupe de soldats près de Crow, ainsi que les dragons qui projettent des boules de feu dans le ciel au-dessus des nuages. Crow adresse un clin d'œil à celui qui s'est arrêté avant de saisir l'orbe d'Avaris et de lancer une immense explosion de feu qui illumine toute l'île. Crow lève un pouce en l'air tandis que les orques le félicitent et que les dragons affichent un air agacé. Jin se demande si c'est de la triche étant donné qu'il tient la perle de la cupidité. Il demande ce que font les fourmis, ce à quoi Bélion répond qu'elle prépare un petit endroit où Jin pourra se reposer confortablement pendant leur séjour sur l'île. Bélion s'interroge sur le fait que Jin ne rappelle pas les soldats dans son ombre et ce dernier explique qu'il voulait leur laisser un moment de répit puisqu'ils étaient restés coincés dans la faille dimensionnelle jusqu'à leur arrivée sur l'île. Il demande ensuite à Bélion s'il n'est pas attristé par le fait qu'il ne pourra plus revoir Ashborn, l'ancien monarque des ombres. Mais Bélion répond qu'il était aux côtés d'Ashborn lorsqu'il affrontait les dirigeants opposés à l'être absolu et qu'il s'est autoproclamé son premier soldat lorsqu'il a obtenu le pouvoir de la mort. Il a été aux côtés d'Ashborn pendant une éternité et n'a jamais douté de ses décisions. Jinwoo dit qu'il veut entendre l'histoire de Bélion et Ashborn et lui demande de la raconter. Bélion répond que cela risque d'être une très longue histoire. Tout a commencé lorsqu'il était encore un fruit de l'arbre du monde. Tous les soldats des cieux naissent sur les branches de l'arbre du monde sous la forme d'un fruit. Un fruit, tu étais un fruit, demande Jin. Un arbre immense dont les branches recouvrent entièrement le ciel. Jin dit qu'il doit informer le monde de l'existence des 8 armées qui peuvent arriver à tout moment. Il doit leur faire savoir qu'une guerre approche. Il ne peut pas promettre la sécurité de tout le monde ni garantir que le monde restera le même. C'est ce qu'il a compris de la puissance du roi des dragons lorsqu'il l'a vu à travers les souvenirs d'Ashborn. Le roi des dragons et son armée de destruction réduisaient tout sur leur passage en ruine et en cendres. Et maintenant, de tels ennemis ciblent la terre, ce qui signifie que tout le monde doit se préparer à ce qui va arriver. Sa mère demande s'il se passe quelque chose. Jin lui demande en retour de quoi elle parle. Elle lui dit que lorsque son père s'apprêtait à faire quelque chose de dangereux, il lui préparait souvent un repas comme celui-ci. Jin répond que ce n'est pas le cas et pense qu'un visiteur est à la porte. Jin est surprise car personne n'a encore sonné à la porte. Il ouvre et demande ce qui se passe. Young Han répond, s'excusant d'être venu sans prévenir, mais il demande s'il pourrait avoir un moment de son temps. Plus tard, sous la neige, Young Han explique qu'il pensait s'être réveillé du sommeil éternel parce qu'il était spécial. Mais il a ensuite réalisé que de tels miracles ne se produisaient pas aussi facilement. Comme les seules personnes à s'être réveillées d'un sommeil éternel étaient lui-même et la mère de Jinwoo, il ne pouvait s'empêcher de suspecter que Jin était derrière cela. Il lui demande pourquoi il l'a aidé. Jin répond qu'il a simplement décidé qu'il était une personne de confiance. Il explique que si Young Han était quelqu'un prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, il n'aurait pas pris le risque de le sauver. Young Han demande si c'est parce qu'il n'a pas essayé d'utiliser Jinho, ce que Jin confirme. Young Han avoue qu'il ne sait pas comment exprimer sa gratitude et supplie Jin de le laisser lui rendre au moins la moitié de sa faveur. Il demande s'il y a quelque chose que Jin souhaite, mais ce dernier répond qu'il n'a besoin de rien. Cependant, s'il lui arrivait quelque chose, il aimerait que sa mère et sa sœur soient protégées. Young Han demande si c'est vraiment tout ce qu'il souhaite et Jin confirme. Il promet alors de s'en occuper. Le président Woo Jin-chul partage une photo de la porte colossale apparue à Shanghai en Chine. Et ce n'est pas seulement en Chine. 8 autres portes géantes sont apparues dans le monde entier, presque toutes en même temps. Il demande à Jinwoo s'il pense qu'il s'agit de son armée, mais Jin affirme que c'est l'ennemi. Il lui demande alors s'il lui fait confiance, ce à quoi Jin-chul répond oui sans hésiter. Jin lui dit alors de faire confiance à ce qu'il va lui montrer, puis il touche son front. Soudain des souvenirs des dirigeants, des monarques, de l'être absolu, des artefacts, des dragons et de la guerre entière inondent son esprit. Jin retire son doigt et le président Alette hurle impossible. Il avait toujours cru que les dieux avaient offert un pouvoir spécial à une petite partie de l'humanité et c'est pourquoi il pensait qu'il devait protéger les humains en combattant les bêtes démoniaques. J'ai tout compris de travers, dit-il. Mais si ce que Jin vient de lui montrer est la vérité, alors ses pensées n'étaient rien d'autre que de l'arrogance. Il réalise qu'il s'est totalement mépris. Penser que les chasseurs, non, les éveillés, sont les seuls capables de survivre après la véritable guerre, comme s'ils filtraient l'humanité pour ne laisser qu'un certain type d'individus. Ce n'est pas une guerre entre les humains et les monarques, mais une guerre entre les monarques et les dirigeants. Il demande à Jin comment cela est possible et s'il prévoit de combattre ses ennemis seuls,
ce que Jin confirme. Jin Chul demande alors ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent lui venir en aide. Un autre jour, lors d'un bal, le président demande si d'autres personnes ont dit qu'elles viendraient. Un agent lui répond que non, seulement les 152 pays dont il lui a fait le rapport ce matin. L'agent lui demande ce que le chasseur Sang lui a dit hier dans son bureau car il n'a jamais vu son visage devenir aussi pâle. S'excusant rapidement, il dit qu'il n'aurait pas dû poser cette question mais le président lui répond que ce n'est pas grave. L'armée de dragons sortant des ténèbres et un unique dragon gigantesque volant derrière l'armée, si grand que même si tous les chasseurs du monde s'unissaient contre lui, il ne pourrait même pas lui infliger une égratignure. Et cette puissance, capable de réduire en cendres toute la surface de la terre d'un seul souffle, il l'a ressenti. Il se demande comment le chasseur Sang prévoit de les affronter. Tout en étant au téléphone avec lui, il informe qu'il a rassemblé les représentants de chaque pays comme il l'avait demandé et lui demande où il se trouve. Apparaissant derrière lui, Jin répond qu'il vient juste d'arriver. Jin Chul comprend alors qu'il est inutile de demander sa localisation. Il dit qu'il y aura du chaos lorsque les gens apprendront la vérité et que certains pays ne pourront pas gérer cette situation. Aujourd'hui, si c'est vraiment ce qu'ils pensent, la vérité sera révélée au monde entier. Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite. David Brennan est surpris par le nombre de personnes présentes à la conférence. Des présidents, des premiers ministres, des maîtres de guilde et même le président de l'association sont là. Tout le monde doit ressentir une pression immense. Il espère que Jin les rassurera en annonçant que les portails ne causeront pas autant de dégâts que la dernière fois. Mais il craint aussi que Jin dise quelque chose de complètement différent. Lorsque Jin prend la parole, ces mots glacent l'assemblée. Tout le monde va passer un sale quart d'heure. Personne n'échappera à la bataille. Les ennemis que nous allons affronter ne sont là que pour tout détruire. Un homme l'interrompt avec scepticisme. Vous croyez vraiment que nous allons gober ça? Les chasseurs de Rond-Nation suffiront largement à contenir la menace. Mais Jin réplique d'une voix froide. Au moins ces quelques centaines de bêtes démoniaques d'un niveau équivalent à Kanish, la pire catastrophe que ce monde ait connue, vont apparaître. Même les chasseurs de Rond-Nation ne pourront pas les arrêter. Ils éclatent. Donnez-nous des preuves. Comment voulez-vous qu'on vous croie sans ça? Vous espérez vraiment nous faire avaler que des centaines de bêtes démoniaques du niveau de Kanish apparaîtront en même temps sans un mot? Jin lève la main. Plusieurs portails surgissent autour de lui. Un silence glacé s'abat sur la salle. Les dirigeants sont sous le choc. Comment le chasseur Sung a-t-il pu créer plusieurs portails d'un coup? D'un ton implacable, Jin poursuit. Les ennemis que vous allez affronter peuvent aussi créer des portails où et quand ils le souhaitent, tout comme je viens de le faire. La seule raison pour laquelle ils prennent leur temps, c'est la taille gigantesque de leur armée. Un autre membre de la conférence se lève, les yeux emplis de doute et de peur. Jin, êtes-vous l'un d'entre eux? Les soldats qui sont sortis du portail précédent étaient-ils là pour nous tuer? Il semble hésiter, cherchant ses mots, mais il est coupé par David Brennan. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Jin fixe l'assemblée et répond sans détour. Éloignez-vous aussi loin que possible des portails. Ce que Jin dit lors de la conférence secoua le monde entier. Après avoir été averti que l'humanité ne serait pas capable de gérer le nombre de bêtes démoniaques venant des portails, chacun essayait de son mieux d'en rester le plus loin possible. Quelque part sur une île où se trouve le château de Jin. Ils pensent que le plus grand avantage de l'armée des ombres est leur loyauté, qui met la vie de leur maître au-dessus de la leur. Ces avantages et désavantages sont comme les deux faces d'une pièce, et les ennemis feront tout pour l'utiliser contre lui. Igris l'informe qu'ils n'ont aucune chance dans une guerre ouverte. Jin demande à Bélion en comparant les deux armées à quel point il pense que l'armée ennemie est grande. Bélion répond qu'il s'attend à ce qu'ils soient 100 fois plus nombreux qu'eux. Jin pense que dans ce cas, ils auront au moins 10 millions de soldats. Arrête tes conneries. Voilà ce que le chasseur de rang S du Canada, Jay Mills, aurait dit à Jinwoo s'il avait eu son contact. Un homme demande si Jinwoo n'est pas l'un des plus grands chasseurs du monde et si ce n'est pas une raison suffisante pour écouter son avertissement. Mais le Canadien répond que malgré tout, ce qu'il dit n'est pas forcément la vérité. De retour sur l'île, Jin appelle Beru et l'ordonne de mettre sa tête au sol. Il lui demande s'il pourrait appeler ça un coin sympa où il pourrait se reposer. Beru répond: je pensais que c'était le minimum pour vous satisfaire mon roi. Jin lui demande ensuite pourquoi il a dressé ce drapeau. Bélion écrase sa tête au sol. Jin déduit que c'était son idée. Il demande ensuite à Bélion ce qui arriverait à l'armée de l'ombre une fois que leur monarque meurt et si c'est lui qui sera en charge de l'armée des ombres s'il venait à mourir. Bélion répond que leur vie et celle du monarque des ombres ne font qu'un. Le moment où Jin meurt sera celui où ils périront également. Le président Wu Jinchul passe un enregistrement de Jay Mills et explique que des chasseurs se sont rassemblés sous son commandement et qu'il semble que d'autres puissants chasseurs d'autres pays se préparent également pour un raid. Il demande alors à Jin ce qu'il compte faire maintenant et Jin répond que pour l'instant il se rendra en Chine. Il lui est impossible d'affronter les 8 armées en même temps, alors il doit d'abord éliminer la menace la plus proche de la Corée car elle représente le plus grand danger pour sa famille. Il s'occupera des autres monarques après cela. Plus la bataille dure, plus ses chances de remporter la guerre augmentent. Jin dit avoir entendu que des représentants du gouvernement viendraient l'accueillir, mais à la place, c'est Liu Jigang qui est là. Liu explique que les représentants étaient occupés à faire des affiches stupides, alors il a décidé de venir lui-même. Liu le conduit et Jin remarque que la porte est visible depuis l'aéroport. Jigang confirme qu'il s'agit de l'énorme portail récemment apparu et que cette armée de 100 000 chasseurs est celle de la Chine. Jin pense que puisqu'ils sont 100 000 peut-être, mais Liu interrompt ses pensées en précisant qu'il s'agit de leur armée d'élite, qui ne se distingue pas seulement par son nombre, mais aussi par la puissance de ses membres. Liu dit que cela semble sur le point de commencer, alors que Jin ordonne à son armée d'avancer. Liu observe alors les soldats invoqués par Jin. Il pense que Jin est d'un tout autre niveau et se demande si ces créatures vont tomber du ciel. Il lui demande s'ils sont tous ses invocations. Beru déclare que le côté gauche du roi est sa place et demande qui ose la lui prendre. Mais Jin lui donne un coup de coude en lui disant que Liu est de leur côté. Liu réalise que Jin peut communiquer avec ses invocations alors que les chasseurs crient pour l'ouverture du portail. Le portail massif se brise et Jin observe en silence. Bélion trouve cela étrange car il ne ressent aucune présence venant du portail. Jin réalisant quelque chose demande des nouvelles des autres portails, mais Bélion répond qu'ils semblent tous être dans le même état. Alors il en conclut que tous les portails sont vides et comprend son erreur. Il pensait que les ennemis avaient créé plusieurs portails à travers le monde pour diviser leur armée, mais en réalité, ils ont sans doute concentré toute leur force dans le portail le plus éloigné de lui.